Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 166 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, 16e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bon, alors, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien de votre côté, évidemment. Moi, ça va un peu mieux, hein. Je pense que ça s'entend encore un peu, mais je suis au moins un peu moins enrhumé qu'il y a quelques jours, donc c'est déjà ça. Là, on voit que la sauce commence un peu à monter, hein, avec la pré-saison. Non seulement on retrouve la pré-saison, mais on retrouve aussi nos débats habituels de est-ce que la pré-saison c'est intéressant ou pas. Hein, ça aussi, c'est de facto un marronnier tout autant que, que la pré-saison. Mais voilà, là, ça commence à arriver. On a des previews un peu partout. D'ailleurs, je vous invite à venir voir sur la chaîne de Twitch de QI Basket, des copains de QI Basket qui font des Twitch quasiment tous les jours, hein, sauf les week-ends. Donc les previews, ça se passe sur le Twitch de QI Basket, si ça vous intéresse. Nous, sur le Basket Lab, on va faire des previews comme l'an dernier, c'est-à-dire un par conférence, voire peut-être un petit bonus, on verra. Mais donc bref, je me perds déjà, on est qu'au début et je me perds déjà. Donc oui, pardon. Aujourd'hui, notre top 100. Donc la C-Lab, notre top 100, C-Lab, top 100 du Basket Lab. Et évidemment, top 100 participatif, vous le savez aussi. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir non seulement un nouvel invité, mais en plus, un fan d'Orlando. Et oui, du Orlando Magic. Et ça, c'est pas commun. Ça n'arrive pas tous les jours. Aujourd'hui, donc, ce nouvel invité, nous avons la chance de le recevoir pour la première fois sur le Basket Lab, pour ce top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Aujourd'hui, c'est Sylvain qui se joint à nous. Sylvain, que vous connaissez sans doute, chef d'édition chez Inside Basket et membre du podcast aussi, Inside the Hoop, le podcast donc de Inside Basket, et puis aussi Sylvain de Basket Rétro. Bien entendu, vous le connaissez sans doute sur la toile. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 16e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série, la C-Lab, notre top 100 de 2023, top 100 participatif. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité d'un nouveau média. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain. Comment ça va, Sylvain ? Ça va très bien. Merci Guillaume pour l'invitation. Je suis vraiment très honoré de participer à ton classement. J'écoute régulièrement ton podcast, donc souvent tu as des intervenants de qualité, très pointus, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Bah oui, bien sûr, tu seras à la hauteur, je n'en doute pas. D'ailleurs, merci à toi, parce que je crois que tu as dû faire grandir à toi tout seul le 90% mon audience, hein, via tes retweets très très réguliers, donc merci pour ça. Je crois que je te dois tout l'argent du Basket Lab à peu près. Mais oui, alors Sylvain, pardon, de Inside Basket, bien entendu, chef d'édition chez Inside Basket, et aussi chroniqueur très régulièrement dans le podcast Inside the Hoop, le podcast de Inside Basket. Et tu es aussi sur Basket Rétro, et tu as vous avez une petite actu du côté de Basket Rétro notamment. Ouais, c'est cela. Sur Basket Rétro, l'événement de la rentrée, c'est la sortie d'un livre, le premier livre justement du site Basket Rétro, qui va être consacré à l'histoire du basket au JO. Donc j'ai eu la chance de participer à l'ouvrage. On est plusieurs rédacteurs à s'être répartis différentes éditions. Donc ça part vraiment de la première édition des JO. On a pu découvrir le basket jusqu'à l'édition, la dernière édition, du coup à Tokyo. Voilà, c'est même en étant pas forcément passionné de basket, il y a une foule d'anecdotes à apprendre, que ce soit historique, l'évolution du sport, des règles. Donc voilà, je ne peux que le conseiller aux amateurs de basket et même aux amateurs de sport dans le sens large. Quand est-ce que c'était la première édition du basket au JO ? Si je dis pas de bêtises, c'est 1906, je crois, où c'était un sport en démo.
Et puis au fil du temps, donc ça a gagné en popularité. Il y a les femmes qui sont apparues aussi par la suite, donc tout ça on peut le retrouver dans le livre. Ouais. Et puis bon, il y a l'histoire des boycotts aussi entre les États-Unis, les Russes, l'arrivée de la Dream Team, bien sûr, à Barcelone, jusqu'aux éditions plus récentes, hein, où les Américains aussi se sont inclinés, la Redeem Team, enfin voilà. Souvent on connaît le basket international un peu par le prisme des JO, beaucoup par Team USA, mais là, ce livre va aussi donner l'occasion de découvrir peut-être une équipe à Porto Rico qui a aussi fait évoluer un petit peu le sport, forcément les équipes des Balkans. T'as des joueurs aussi qui ont marqué les JO comme Oscar Schmidt, Andrew Gaze. Enfin voilà, tout ça Ouais. vous pourrez le retrouver dans un gros pavé édité par Basket Rétro. Alors, je sais pas, tu me corriges, hein, mais les JO, ça reste un peu la compétition la plus belle, la plus considérée au niveau international encore aujourd'hui Alors, je pense que c'est les JO, on le voit même justement chez Team USA où là sur les derniers championnats du monde, tous les plus grandes stars NBA n'ont pas forcément voulu faire le voyage. Par contre, là, tu peux être sûr que pour les prochains JO, là, on va retrouver les grosses stars, Ouais. les grosses pointures de la NBA, parce que voilà, il y a ce côté un peu mythique depuis la Dream Team aux États-Unis. Et puis, il faut aussi se dire que l'ambiance des JO à découvrir en tant que sportif, c'est phénoménal. Tu vois, on a aussi dans le livre, on a une préface faite par Boris Dio qui parle justement de cette ambiance que tu peux ressentir à travers toutes les disciplines. Les JO, c'est fait d'expériences, de rencontres pluridisciplinaires en fait. Hein. Tu rencontres un petit peu tous les meilleurs sportifs, la crème, et ça, tu peux aussi t'en inspirer peut-être dans ton propre jeu. C'est ce que faisait Kobe Bryant. Il allait voir beaucoup de sports différents dans les JO pour voir un petit peu les méthodes d'entraînement, de concentration, etc., pour l'appliquer lui après dans son propre jeu. Ouais. Ouais, effectivement. Alors 1906, première apparition du basket. Je crois de mémoire, j'espère que c'est pas 1904, je crois que c'est 1906. Alors comme c'était pas moi qui me suis occupé de cette édition, si tu veux, Ouais. des plus anciennes, voilà, mais de mémoire, je crois que c'est 1906, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est quand même assez vieux. Du coup, Udonis Haslem devait être rookie à peine, ou deuxième année à l'époque. Je pense, Ça effectivement, devait être par là. c'est dans ces eaux-là, hein, effectivement. Ouais. Bon, évidemment, on salue Patrick Parizeau, bien sûr, grand boss de basket rétro, que moi j'ai connu à l'époque sur NBA Info / Basket Info, bien sûr, et donc le bouquin en précommande, je crois, dès maintenant. Exactement. L'histoire du basketball au JO, donc de basket rétro, soutenez ce projet. Et puis, on l'a pas dit, mais sur Inside Basket, au moment où ce podcast sera publié, on sera en pleine période de preview, j'imagine. C'est ça, on a les marronniers habituels, donc là on sera en plein dans la préparation de la saison avec les guides habituels par équipe. Ok, très bien. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, de te joindre donc à ce projet un peu fou, hein, de la syllabe, tout aussi fou que le jeu de mots est peut-être ridicule, hein, on peut le dire, la syllabe. Donc notre top 100 de 2023 du Basket Lab, top 100 participatif. Avant qu'on passe à la QA du jour complètement, est-ce que, donc pour l'instant on a un top 75, est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel ? Sur le classement, pas forcément. Après, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de Celtics. J'avais même peur que tu me proposes Sam Hauser aujourd'hui, donc bon, c'est pas le cas heureusement. Voilà, non. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Après, c'est assez dur, tu vois, de classer quand tu as des profils un peu spécifiques, que ce soit shooter ou protecteur d'arceau, etc. Donc là, ça chevauche un petit peu tout et honnêtement, je vois pas d'incohérence. Le plus dur étant bien sûr d'intercaler les joueurs que tu Oui. as proposés au milieu de tout ça. Là, c'est pas évident. Sachant que tu as eu une cuvée assez particulière, hein. On va y venir, mais tu as une cuvée jeune et vieux, les deux extrêmes. On va y arriver. Mhm. Mais alors, si je peux te questionner un peu, on a classé notamment Luka Doncic en haut du classement la dernière fois, et le débat c'était un peu Embiid contre Luka Doncic. J'avais tranché un peu Doncic en dessous de Embiid. Comment est-ce que toi tu te situes par rapport à ça et ce côté énorme saison de Embiid versus la saison de Doncic? Ouais, pour moi, Doncic est quand même un peu trop héliocentré au sein Ouais. des Mavs, alors que Joel Embiid a quand même la chance d'avoir un supporting cast un peu plus fourni, et du coup, peut-être un jeu, moi en tout cas un jeu qui m'a plus plu, hein, c'est l'année dernière. J'aurais tendance à mettre Embiid devant, voilà, parce que bon, alors ok, il y a le titre de MVP, mais je trouve qu'il apporte quand même plus de choses en attaque.
Et puis Doncic a le côté défense aussi qui peut être pénalisant. Joel Embiid aussi au moins qu'il apporte des deux côtés du parquet. C'est pas forcément le cas pour Doncic, donc j'aurais plutôt tendance à mettre Embiid devant aussi. Par contre, Sylvain, sur le Basket Lab, on n'a pas le droit de dire que le MVP 2023 c'était Joel Embiid. Hein. Ça, il faut. Pardon, désolé. non, c'est un 3e titre d'affilée pour le Serbe, on le sait. On est tous d'accord. Mais non, mais blague à part, c'est vrai que il y a un côté où je pense qu'Embiid a été moins transcendant défensivement qu'il a pu être par le passé, mais ça reste tout de même un bon, ou voire même un très bon niveau par séquence défensive sur le poste défensif le plus important. Donc c'est aussi là-dessus où pour moi il y avait pas mal de valeurs qui étaient comblées et il passait devant un Doncic qui, je trouve, n'est pas catastrophique, mais il va être quand même plus proche de la moyenne, voire même moyenne basse, et sur un poste avec moins d'impact. Donc là-dessus, voilà, Joel Embiid est décevant entre guillemets si tu le compares à son prime défensif d'il y a quelques années, mais ça reste quand même assez intéressant. Donc voilà aussi pourquoi est-ce qu'on avait tranché comme ça. Bon, après, en vrai, je pense que si on s'y mettait vraiment, il y aurait à dire sur à peu près le top 10 dans son intégralité, voire l'intégralité du classement, d'ailleurs. mais si rien ne te choque, a priori, on peut passer au best of the rest. Est-ce que toi, il y avait des noms que je n'ai pas inclus pour l'instant, mais qui, toi, tu penses mériteraient d'y être? Alors, il y en a un, honnêtement, que j'incorporerais quasiment directement, c'est Franz Wagner. Oui. Je crois que d'autres intervenants en ont parlé. Oui. Mais moi, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que très bon dans la compréhension du jeu, il y a de la polyvalence. Tu as l'impression qu'il force jamais rien en attaque, et c'est le genre de joueur très propre, moi, que j'aime bien avoir dans une équipe. Si tu regardes juste son shoot, et ça c'était depuis sa saison rookie, il a une sélection de tirs très propre. Cette saison au sophomore, il a un true shooting plus de 101. Plus de 40% d'adresse sur le catch and shoot à 3 points, sur presque 3 tentatives par match. Donc tu vois qu'au niveau spacing, c'est tout à fait correct pour un joueur de 2e année. Et puis, par rapport à des joueurs qui sont dans ton classement, qui sont peut-être un peu plus unidimensionnels, je pense par exemple à Buddy Hield, qui est à la fin du classement, où là on est dans vraiment que du shooting. Franz Wagner, lui, on lui demande de faire autre chose aussi. Notamment pendant l'absence de Markelle Fultz. Fultz a raté, je crois, 1 mois et demi de compétition. À ce moment-là, on a demandé aussi à Franz Wagner de créer pour les autres. Chose dont il s'est plutôt bien acquitté, puisque en termes d'usage, il était à 26%, on était à plus de 4 passes décisives par match, et c'est là que je trouve que je l'ai trouvé très bon en création sur short roll. Oui. Il lit parfaitement les défenses, tout ce qu'on lui propose, en fait, on sent qu'il y a un énorme QI basket chez ce joueur qui fait régulièrement les bons choix en attaque. Tu vois, je sais que c'est un terme que tu aimes bien employer de connecteur, donc c'est un très bon connecteur en attaque. Oui. Il va te créer aussi beaucoup de décalages. Et après, il les fait fructifier, ces décalages. C'est-à-dire que soit il va les driver, soit en cas de prise à 2, il va être capable aussi de faire la bonne passe pour sanctionner. Du coup, moi, c'est ce que j'aime bien. J'ai tendance à privilégier les joueurs qui ont un jeu d'attaque assez imprévisible. Et lui, c'est vraiment le cas. Il peut sanctionner, il peut driver. Il est à quasiment 11 drives par match pour une réussite à 49,7%. Donc, tu vois que c'est quand même solide. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est quasiment aussi son move signature. C'est quand il poste et puis il a ce petit mouvement où il va reculer pour shooter par-dessus son adversaire. Donc il a une gestuelle qui est pas forcément très rapide, mais par contre, comme il recule et qu'il est très grand, il a tout le temps pour ajuster et régler la mire, et souvent ça fait mouche. Donc voilà, il arrive justement avec ce move à créer aussi un décalage avec l'adversaire, même si l'adversaire est assez proche de lui. Donc ça, c'est plutôt bien en attaque. Côté défensif, il y a des progrès à faire. Mais moi, ce que je remarque aussi chez ce joueur, c'est qu'il a des appuis très rapides pour un gars de sa taille. Il fait 2,8 m, et du coup, il est rarement pris en défaut quand même par la vitesse de son adversaire. Donc voilà, moi, ce rapport taille-envergure, en plus, qui peut lui permettre de switcher sur les postes, j'aime assez bien. Donc voilà. Vraiment un profil de couteau suisse que j'aurais tendance à privilégier sur des joueurs. Donc j'ai dit Buddy Hield en exemple, ça peut être aussi peut-être Gordon Hayward qui est un peu plus vieillissant. Oui. Voilà, mais j'aurais tendance à l'intercaler plutôt dans ce range. Oui, donc il y a pas mal de noms dans le classement actuel où tu te dis tu prends plutôt Franz Wagner que d'autres, quoi, que des gens qui sont déjà dans le classement. Ouais, je vois. Ouais. Et puis de par son rôle au Magic, c'est vrai qu'on lui a demandé énormément de choses, y compris dans le Money Time. Alors je suis pas allé voir ses stats dans le clutch, mais je peux te dire que chaque fois qu'il y avait un match serré du Magic, il était sur le terrain, l'ami Franz. Oui, effectivement. Je crois qu'on doit être donc au 16e numéro de la centaine, j'allais dire, non, de la syllabe, et tu es le 14e ou 15e qui nous parle de Franz Wagner. Donc effectivement, je pense qu'on va en parler, on va inclure.
En effet, d'ailleurs, toi qui est fan d'Orlando, je dis pas ça parce que t'es biaisé sur Wagner. Je dis ça parce que t'as vu plein de matchs d'Orlando. Du coup, le cas de Paolo Banchero, qu'est-ce que t'en penses toi qui a dû voir pas mal de ces matchs Banchero? Alors Banchero, en fait, de prime abord, j'aurais eu tendance à l'insérer dans ce classement, Ouais. mais c'est plus dû à son rôle au sein du Magic, qui est celui d'un franchise player, hein, soyons clairs. Énormément de ballons, gros usage. Par contre, quand tu regardes la sélection de tirs, ça laisse parfois à désirer. Il a cette intelligence, par contre, d'aller chercher des points sur lancé. Donc le soir où il met pas dedans, il va quand même essayer d'aller provoquer pour essayer d'apporter du scoring hein, d'une autre manière. Mais voilà, le scoring à 3 points, c'est pas ça. J'ai pas en tête, mais le true shooting plus, c'est en dessous de 100. Et puis le côté défensif est assez pénalisant. Donc tu vois, j'ai préféré peut-être prendre Franz Wagner qui a ce côté-là un petit peu plus quand même des deux côtés du terrain. Paolo Banchero, on va attendre de voir. Il est rookie. Bon, s'il confirme, s'il améliore certains aspects de son jeu, on pourra allègrement, je pense, le glisser dans le top 100. Hein, de toute façon. Ouais. Mais voilà, c'est plus le rôle de Banchero qui me fait le mettre dans le top 100. Quand tu regardes un petit peu plus en détail son jeu analytique, il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont devant lui. Bah, disons que je pense que, comme j'ai expliqué quand j'ai fait ma pré-liste, j'ai pas voulu tomber dans le biais de jeunisme et du potentiel, mais peut-être que je suis allé un peu à l'extrême dans certains cas, et notamment Franz Wagner, en effet, Trey Murphy également. Et c'est vrai que Banchero, je ne l'ai pas pris parce que l'inefficacité est assez record même, on en a déjà parlé, mais tu vois, c'est vrai qu'au final, bah, si on a mis des Kyle Kuzma et des RJ Barrett, bah, pourquoi pas Banchero juste au-dessus de rien que ces deux-là, quoi. Donc, effectivement, candidature aussi de Banchero qu'on peut appuyer. Mais alors, justement, je parlais de biais de jeunisme. Venons à la cuvée du jour, puisque, comme on dit, on a une cuvée qui part dans les deux sens, puisqu'on a du très vieux et du très jeune aujourd'hui dans la cuvée que tu as accepté de prendre. On a d'un côté des LeBron James et des Kyle Lowry pour les vieux briscards, et de l'autre côté, on a du Nick Claxton et Jalen Williams pour les très jeunes, et entre deux, du Jonas Valanciunas qui va être un cas aussi assez intéressant à traiter. Question traditionnelle, comment est-ce que toi tu t'en es dépatouillé pour les classer d'abord les 5 les uns par rapport aux autres? Alors, parmi ces 5 joueurs, j'ai pas forcément eu de mal à les classer très nettement devant LeBron James. En 2, Nick Claxton. En 3, Jalen Williams. Après, 4 et 5, bon, ça peut discuter, mais j'ai choisi Valanciunas et en dernier, Lowry. Ok. Je crois qu'on a le même, du coup. On a le même, sachant que pour moi, LeBron James est assez nettement le premier. Claxton est aussi assez nettement le deuxième. Et ensuite, il y a une bonne distance avec le groupe d'ensuite. On va en parler, je sais pas ce que t'en penses, mais j'avais effectivement plutôt Jalen Williams qui pointait en troisième position sur 5. Et voilà, il y a un peu bataille dans ma tête entre Kyle Lowry, Jalen Williams et Valanciunas pour les fins de classement. Ok, et bien après ce premier jet, on peut attaquer d'entrée de jeu avec un joueur si tu veux bien. Bah tiens, on peut aller sur Valanciunas, tant qu'à faire. Un cas atypique d'aujourd'hui, Valanciunas, 25 minutes de jeu par match, 79 matchs pour le topo habituel, 105 de true shooting plus, donc plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne de NBA sur un volume de 23% d'usage. Je te lance, hein. Que dire de la saison de Jonas Valanciunas? Une saison peut-être un peu en trompe-l'œil, parce que si tu prends les stats brutes, ça reste très solide. Hein. Valanciunas, c'est une machine à double-double. Encore 43 cette saison. C'est le 5e derrière les habitués, Sabonis, Jokic, Vucevic et Giannis. Donc voilà, il est quand même dans ce lot de joueurs. Après, si tu regardes un petit peu plus son profil, notamment l'aspect défensif, on peut comprendre pourquoi il n'est utilisé que 25 minutes cette saison, alors qu'il jouait encore 30 minutes la saison dernière. Oui. Voilà. Pour moi, c'est un excellent intérieur, old school, qui va t'amener avec ses fondamentaux au poste bas et puis son footwork des points faciles près du cercle. Mais il y a quand même des limitations défensives et puis aussi si tu veux mettre en place du jeu rapide, c'est pas le premier joueur auquel tu penses. Donc voilà, il y a quand même des limitations. Tu veux parler de l'attaque, non? Vas-y, développe, vas-y. Au niveau de l'attaque, c'est clair que c'est son point fort. C'est quand même un sacré gaillard, très puissant, donc ça lui permet d'avoir l'avantage sur beaucoup de défenseurs directs. Hein. Lui, ça va être plutôt avec le jeu d'épaule. C'est-à-dire, je feinte, si tu mords, je passe l'épaule, et puis après, tu m'en vois plus parce que c'est un tel gaillard qui peut aller au cercle, voilà, sans problème. D'où la bonne efficacité. Hein. Le true shooting plus, tu m'as dit, c'est au-dessus de la moyenne, hein, je crois. Ouais, 105, noté, ouais. Mais... Ouais. Voilà.
Donc là-dessus, en attaque, pas de souci. Euh, Après, il a essayé aussi de faire évoluer son jeu. Quand je disais intérieur old school, alors c'est peut-être un peu faux par rapport à certains pivots qui ne shootent jamais derrière la ligne à 3 points. Lui essaye un peu, mais c'est que 13% de ses shoots, donc c'est pas anecdotique, mais c'est pas un gros volume au point d'être respecté à 3 points. Et puis alors il y a certains soirs quand même où il a la main chaude. Hein. Je me souviens d'un match contre les Clippers où il était à 7 sur 8 à 3 points. Donc voilà, les certains soirs il peut mettre dedans, mais c'est très streaky. Et puis surtout sa mécanique de tir, moi j'ai tendance à dire que ça ressemble plus à un tireur de fléchette, une trajectoire voilà très Ouais. très plate, voilà qu'un réel sniper. Hein. Forcément un big man comme ça va pas se mettre non plus à, à canarder de loin. Mais voilà, il a essayé de faire évoluer son jeu. Euh, D'où aussi les questions que je me pose aussi de son adaptation avec Zion, parce que si tu veux optimiser Valanciunas, tu es obligé de lui laisser la raquette. Chose que tu aimerais bien faire aussi avec Zion. Alors Zion, lui, tu es obligé de lui laisser toute l'infirmerie depuis 2 saisons. Mais voilà, moi j'ai des doutes un peu aussi sur cette association où je me dis que ça peut quand même se marcher un petit peu sur les pieds. Voilà, donc après à voir comment les Pels vont agencer ça avec le retour de Zion. Mais voilà, pour moi, c'est quand même deux profils assez similaires qui ont besoin de scorer près du cercle. Sachant que Zion, il faut lui laisser la raquette, mais aussi quelques codes internet, apparemment. Ouais, Mais, oui, oui. Bah, mais une place à la cantine, enfin, faut lui laisser beaucoup de choses, hein, il Zion. faut laisser beaucoup de choses. Mais non, mais alors, blague à part, c'est vrai que Valanciunas, moi, je trouve c'est une des carrières les plus bizarres qu'on a eues ces dernières années. Une des plus bizarres que j'ai vues, moi, parce que on est sur un joueur qui, il y a une dizaine d'années, était un énorme prospect, gros pivot à l'ancienne, poste bas, etc. Très haut choix de draft en 2011, sur ce profil avant évolution du jeu, on va dire, et qui finalement ne s'est pas complètement adapté, mais n'a pas complètement disparu non plus. Il a un peu toujours trouvé bon an mal an des manières de survivre dans cette NBA qui évoluait. Mais c'est vrai que bon, il y a un côté où le spacing il a pas complètement pris, la défense en termes de mobilité ou ce genre de choses il a pas complètement non plus. Mais il arrive quand même à faire 2-3 trucs intéressants. Je crois que tu parles un peu du côté de la création notamment. C'est clairement là-dessus qu'il y a un avantage. C'est la valeur qu'il peut avoir en tant que créateur vraiment, créateur d'attaque, et notamment sur post-up. C'est là qu'on retrouve le Valanciunas avec son profil qu'on connaissait à l'époque, hein, vraiment le côté très grand, très long, post-up à l'ancienne, etc. Et encore en 2023, donc il était quasiment à 4 par match, post-up par match en 2023, sachant qu'il est à peine à 25 minutes par match. Donc il est le troisième plus gros total de NBA, malgré son petit temps de jeu, il est troisième derrière Jokic et Embiid. Ce qui montre bien aussi, alors en termes d'efficacité, il est plutôt autour de la moyenne, donc ça va, on va dire. Mais effectivement, ça montre un peu ce côté gadget, je sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas, joueur avec certains compromis, quoi. Tu vois, il a pas un gros temps de jeu, mais pourtant, il va énormément au poste bas et, comme tu dis, il y a certains requis pour l'utiliser correctement, en fait. C'est exactement ça. Euh, Si tu veux appliquer du jeu rapide à ton équipe, ça va être compliqué. Et Ouais. également en défense. Alors bon, on peut pas aussi parler de sa défense. Défensive box plus minus négatif. Bon, ça c'est pas forcément une surprise. Et si tu grattes un petit peu dans les stats de protection d'arceau, là c'est pas terrible non plus, tu vois, où les adversaires shootent à 67,3% quand ils défendent le cercle. Là c'est pas top. Et puis les Pels ont une bonne défense, je trouve, sur les extérieurs, mais ils défendent très mal les tirs à 2 points et les tirs au cercle, puisque c'est la 26e place en NBA avec 56,7% autorisé chez les adversaires. Donc ça, c'est vraiment pas top, et lui contribue un peu à ça. Euh, je- Après, on peut se dire aussi, alors il peut poser des écrans, parce que vu quand même le corps de Valanciunas, vu son envergure et son poids, il pourrait poser des Ouais. écrans et que ça génère voilà des assists. Hein. Tu parlais de création, ça pourrait générer des screen assists. Mais quand tu regardes aussi à ce niveau-là, il génère que 2,8 screen assists par match, là où le leader Steven Adams en génère 2 fois plus. Je suis allé Ouais. regarder aussi les hustle stats pour voir un petit peu voilà si il s'investissait en défense. En termes de déflexion, on est à 0,7 par match. Là, c'est carrément au-delà de la 100e place chez les big men. Donc voilà, tu as quand même des indicateurs qui font que Valanciunas, c'est un poids défensif, mais je pense que c'est un poids parce qu'il est trop lourd, pas assez mobile, et que, comme tu dis, il n'est pas assez adapté à cette NBA moderne qui va très vite, y compris chez les bigs souvent.
Oui, il aurait pu être complètement dominant dans les années 2000, je pense. Je pense, hein, ou alors peut-être en Europe, mais effectivement, il manque un peu d'éléments, soit des skills dans le périmètre, soit même d'un côté implacable sur le post-up, parce qu'en fait, il est bon hein, sur cette création, mais il n'est pas génial, quoi. Donc, il n'y a jamais complètement suffisamment pour qu'on se dise, ok, on va vraiment construire autour de ça. Au niveau, on l'a déjà un peu dit, mais l'efficacité sur post-up, il est dans la moyenne, un peu légèrement moyenne haute, mais pas non plus trop loin de la moyenne non plus. Il y a quand même un peu de passing sur des séquences où il est balle en main au poste bas, poste haut, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même un sens du jeu, mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est que il est grand, il est long, et on n'a pas autant de rayonnement défensif qu'on pourrait avoir de par ce profil physique, et on accepterait, je pense, beaucoup mieux un côté bon, bah, t'es un attaquant à l'ancienne, mais si t'es capable de défendre le panier, bah oui, ça peut être génial. Et comme tu commençais à le dire, bah oui, on n'a pas trop ça, quoi. On a plutôt vraiment un vrai joueur offensif et pas tant que ça un joueur défensif. Le manque de mobilité, à la limite, on peut faire sans. Hein. Il y a avoir des Brook Lopez ou des joueurs comme ça, mais Brook Lopez, voilà, exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. c'est ça, ouais. Mais on n'a pas le même niveau de défense du panier. Je crois que t'en as parlé. Moi, j'avais aussi noté le on-court. Donc, quand il est sur le terrain, à quel point est-ce que son équipe encaisse des paniers autour des paniers autour du panier. 70% d'efficacité concédée quand il est sur le terrain. C'est dans le 15e centile des intérieurs, donc à peine mieux que 15% des intérieurs NBA. C'est pas bon. Après, de l'autre côté, on a aussi ce truc où sa force, ça va pas être de la protection de panier, ni de la mobilité. Mais par contre, un domaine où il est élite, par contre, c'est le rebond. Et ça, c'est pas non plus de la même importance pour moi que d'autres éléments défensifs, notamment la défense du panier. Mais c'est pas rien non plus d'être élite sur l'aspect aider l'équipe à prendre des rebonds. Bien sûr, bah ça part de là. Hein. Si tu veux commencer une attaque, il faut que tu prennes le rebond défensif, hein, de toute façon. Donc ça commence par là. Moi non plus, j'accorde pas forcément une importance extrême hein, au rebond, mais il faut reconnaître que là-dessus il est doué. En plus, donc comme je l'ai dit, il a un nombre incalculable de double-double sur un temps de jeu quand même assez réduit. Donc voilà, c'est quand même ça, c'est une vraie force. Après, là, je te parlais aussi tout à l'heure des 25 minutes par match. Pourquoi il ne joue que 25 minutes? Parce que je pense que le nouveau coach, Willie Green, euh, peut-être qu'il fait trop de concessions aussi défensivement avec Valanciunas. Et en fin de match, il le paye. Donc là, je suis allé voir du coup les minutes jouées dans le clutch. Jonas Valanciunas, c'est que le 9e temps de jeu chez les Pels avec 31 minutes jouées dans le clutch. C'est vraiment pas beaucoup. Même Zion, avec ses 29 matchs joués, il est devant. Et Larinen Junior a 3 fois plus de minutes dans le Money Time que Valanciunas. Donc on voit bien que là, le coach des Pels a fait un choix dans le Money Time. Il fait plutôt confiance à Larinen Junior, qui est plutôt un two-way player, plutôt qu'à Valanciunas, où là, tu vas concéder une partie, tu vas peut-être trop concéder en défense. Oui, non, mais c'est là où effectivement, on a un profil, comme je disais, à l'ancienne, qui n'a pas totalement disparu de NBA, mais qui, en effet, il a pas un statut de méga titulaire ou de joueur majeur, quoi. Donc, et tu vois, tu parlais des 25 minutes par match, et du côté décevant de cette année, j'ai moi-même été un peu surpris quand je me suis intéressé au cas de dire ah mince, il a que 25 minutes par match. Je pensais qu'on était plus. Comme tu dis, déjà l'an dernier, on était encore sur plus de 30 minutes titulaires, etc. Là, tu sais que d'habitude, j'aime bien prendre des gros titulaires et qu'il y a certains joueurs que j'ai un peu exclus pour cause de minutage un peu faible. Là, je me demande à quel point est-ce que l'impact par match est à ce point intéressant vu le petit minutage. Déjà que dans le style de jeu, on est sur un joueur qui est pas mal, mais pas non plus transcendant. Mais en plus, quand on réduit à peine 25 minutes par match, c'est vrai que je me pose des questions parce que tu vois, il y a des joueurs, alors j'ai plus trop en tête, mais je crois que c'est du Alex Caruso. Je crois qu'on a du Josh Green aussi qu'on a évoqué, ou des joueurs comme ça, qu'on a un peu mis de côté pour le minutage. Je crois que Gabe Vincent aussi, j'ai un peu mis de côté à cause de ce minutage. Où, tu vois, si on descendait à ce minutage-là, il y aurait plein de monde qu'on pourrait considérer. Et j'ai été surpris de ce petit minutage. Je sais pas à quel point est-ce que ça va durer ou pas. Est-ce que Valanciunas commence à devenir un peu un joueur gadget? Je ne sais pas. Mais puisque t'as commencé à en parler, il y a un autre joueur que je n'ai pas, moi, dans ma liste, pour l'instant dans la pré-liste. Qu'est-ce que tu penses du duel, on va dire, entre Valanciunas et Steven Adams? Steven Adams, alors là tu te pénalises offensivement puisque voilà il marque très peu hein, maintenant même les lobes etc là c'est plus vraiment son truc. Par contre défensivement
c'est autre chose. Pour moi, il apporte autant en défense que Valanciunas peut apporter en attaque. Et puis lui, à ce côté screen assist, tu vois, aussi, où là, il va pouvoir apporter aussi de la création. Alors, peut-être pas des points directs, mais tu vois, Steven Adams, je crois que c'est plus de 5 screen assists par match. C'est énorme. C'est-à-dire que là, il va te ramener des points grâce à ses écrans et puis grâce à sa présence en défense. Voilà, c'est plutôt une force d'intimidation, chose que n'est pas du tout Valanciunas. Moi, j'aurais tendance à prendre Steven Adams plutôt que Valanciunas. Ouais. Et pourtant, Adams, que je n'ai pas dans la liste, mais en parlant du best of the rest, peut-être qu'on ferait bien de le rajouter lui aussi. Effectivement. Ouais. Éventuellement. Mais t'es d'accord que si tu devais choisir, tu prendrais plutôt le côté Steven Adams que par rapport à Valanciunas. Ouais. Je suis assez d'accord. Que tu peux plugger plus facilement quand même sur un collectif. Steven Adams, t'es sûr qu'il va t'amener des choses. Valanciunas, tu peux l'utiliser, mais sur certaines séquences, si tu vois que tes intérieurs adverses peut-être sont plutôt frêles ou en tout cas n'ont pas le gabarit de Valanciunas, là tu peux l'utiliser sur certaines séquences pour avoir des points faciles près du cercle. Mais c'est pas un joueur que tu peux plugger non plus sur tous les collectifs, je pense, Valanciunas. Oui, et je trouve que, puisque l'exercice est jugé le de facto de 2023, j'ai l'impression qu'Adams a quand même été moins un joueur gadget pour les Grizzlies que Valanciunas l'a été un peu pour les Pelicans. Alors j'exagère avec le mot gadget, mais c'était un peu, tu vois, un peu l'idée, quoi. Mais ok, alors peut-être que je note dans un coin Steven Adams, du coup, à côté de Franz Wagner et Banchero, peut-être qu'il faudra qu'on en discute. Et après avoir dit tout ça, où est-ce qu'on l'imagine dans le classement alors ? Moi, j'aurais tendance à dire plutôt vers le bas, autour de la 65e place. Alors, il y a John Collins, là je vois John Collins en 67, j'aurais tendance à dire un peu devant quand même, mais juste devant John Collins par exemple. Alors j'avoue que c'était ma fourchette haute, John Collins, moi de mon côté, et que je pouvais descendre assez bas. Mais du coup, ça veut dire qu'on se rejoint au même endroit. Donc, moi, je t'ai dit 70e, tu vois, en parlant un peu, je l'ai peut-être un peu relevé de 2-3 places, mais je crois que j'avais noté 70, donc on est entre Dorian Finney-Smith et Gordon Hayward. Ouais, on peut le mettre là. Alors, on peut le mettre là. C'est, tu vois, alors si on évaluait peut-être le par minute passé sur le terrain, effectivement, il y a de quoi faire Collins contre Valanciunas, mais j'ai presque envie de mettre le petit malus du minutage et du rôle et du statut, si tu vois un peu ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Quoique. Mais après, Collins, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire encore plus intéressant en attaque, mais encore moins intéressant en défense. Mais ok, non, mais ça me va, la 70e place, donc on est autour de fin de classement. 70e sur 75 actuellement, on a du Finney-Smith, on a du Hayward, Josh Giddey derrière aussi, beaucoup de profils largement imparfaits. Ouais, ça me va si on le met là. Ok, très bien. Eh bien, faisons ça. Et donc petit quiz pour finir, si tu es prêt. Allez, oui. pour cette épreuve qui en a fait peur à plus d'un. Mais non, c'est très simple, c'est pour se remémorer des actions, évidemment, actions marquantes de cette saison. Nous sommes le 30 mars 2023. Et c'est un poster dunk, et oui, un poster dunk de Valanciunas sur KCP, notre ami KCP à Denver. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de l'action du poster sur KCP ? Alors, je vois pas du tout l'action, mais côté Pels, on va commencer par McCollum. Oui, tout à fait. McCollum, Ingram était peut-être revenu de blessure. En effet. Ouais. Valanciunas, forcément. Il n'y a pas de Zion. Du Trey Murphy. Trey Murphy, en effet. On pourrait avoir Najee Marshall. Non, si je te dis assaisonnement. Assaisonnement, Curry, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'on a Alors, Larry Nance, non. Non, assaisonnement, où je peux te dire un peu fumette aussi, parfois. Si je te dis pelouse, gazon. Gazon, ouais. Alors, attends. José Alvarado, non? Non, c'est un ailier très défensif. Herb Jones. Exactement. Effectivement. Excuse-moi pour les jeux de mots. Et puis ensuite, tu m'as dit, donc sur KCP, donc côté Nuggets, Jamal Murray. Oui, tout à fait. Jokic. Jokic n'est pas sur le terrain. Qui est là à sa place ? S'il n'y a pas Jokic, qui c'est qu'on a ? Najee. Exactement, Zeke Naji. Tu n'es pas tombé dans le panneau d'Andre Jordan, tu as Zeke Naji. Non, et il y avait aussi l'ancien Lakers là, qui était arrivé après la trade deadline. Thomas Bryant, ouais. Alors qu'il n'est pas sur le terrain, ouais. Okay. En effet. Aaron Gordon ensuite. Oui. Et il m'en manque un Porter Junior. Exactement, Michael Porter Jr.
qui est un ailier, alors que son frère, John Tay Porter, est un intérieur, mais n'a jamais été en NBA. Des problèmes de blessure dans la famille, mais bref, je m'égare. Voilà, qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk assez peu spectaculaire, mais poster dunk tout de même, on peut dire. Ok, eh bien avançons, si tu veux bien, deuxième joueur du jour. On peut aller sur un joueur très jeune, on peut aller sur du Jalen Williams, si tu veux bien. Si je te fais le topo, 30 minutes par match pour Jalen Williams en 2023, 72 matchs, 103 de true shooting plus, donc plus 3% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur 18% d'usage, donc un volume tout de même assez modeste sur l'ensemble de la saison. Pour te lancer, très simplement, saison rookie finalement assez incroyable de Jalen Williams. Complètement. Saison rookie incroyable, surtout que il termine deuxième dans la course du rookie de l'année, derrière Banchero. Et si on prend le Jalen Williams de début de saison, c'était complètement improbable, parce que s'il y en a bien un qui est monté en régime progressivement, c'est lui. Ouais. Là, j'ai pris uniquement les stats de scoring brut, mais si on fait par mois, donc il est à 10,9 en novembre, 12,3 en décembre, 13,6 en janvier, 14,9 en février et 19,8 en mars. C'est-à-dire que chaque mois, il franchit un palier. Et les stats, c'est exactement les stats au rebond et à la passe, c'est exactement la même chose. Chaque mois, il est monté d'un cran. Donc là où tu en as qui connaissent le rookie wall, lui c'est l'opposé, Jalen Williams. On a l'impression au contraire qu'il s'est adapté au rythme de jeu NBA au fil des mois. En termes d'adresse, donc tu en as parlé, c'est excellent. S'il y a bien une constante par contre dans chaque mois de sa saison, c'est une adresse au-dessus de 50%. Et moi, il me fait penser alors à un joueur des années 90, Walt Williams. Je sais pas si ça te dit quelque chose, qui est un autre Williams. Non, aucune idée. Voilà, qui était un poste 2-3, hyper polyvalent, qui peut être créateur secondaire, scoreur éventuellement s'il a un match-up avantageux, et puis sans être un plomb en défense. Et moi, c'est exactement ce que je retrouve chez Jalen Williams. Alors, j'espère qu'il n'aura pas la carrière Walt Williams qui, après 2 bonnes saisons chez les Kings, est devenu un pigeon voyageur. Mais voilà, les signaux envoyés en tout cas dès sa saison rookie sont prometteurs. Walt Williams, je vois sur Basketball Référence, surnommé The Wizard. The Wizard, exactement. Ah ouais, tu connaissais le surnom même, carrément. Oui. Il a fait deux grosses saisons chez les Kings, même sa meilleure saison, je crois que c'est sa saison rookie, après plus rien. Donc c'est pour ça que je le prends en exemple, parce que vraiment, moi, Jalen Williams m'a impressionné, mais bon, on attend plus du coup. Quand on a vu ça, voilà, on veut plus. Effectivement. Belle découverte, Walt Williams, du coup. Mais oui, alors pour ajouter aussi sur le côté montée en puissance, parce que on peut pas passer à côté. D'ailleurs, c'est peut-être même là où les chiffres de moyenne générale sur la saison mériteraient d'être un peu relativisés. C'est qu'on a une montée en puissance tout le long de l'année, et que tu as parlé des points par match qui augmentent, mais même tu vois au niveau du minutage, on passe de 26-27 minutes sur 2022, et après le 1er janvier, on est quasiment à 33 minutes de jeu. Quasiment après le 1er janvier, et au-delà même du minutage, même dans le jeu, il passait, bon, la différence de temps passé sur le terrain elle est pas non plus énorme, mais par contre quand il était sur le terrain, on sentait que, enfin tu me dis ce que t'en penses, mais je sentais qu'avec les mois qui passaient, son importance et son rôle et son nombre de ballons augmentaient aussi. Ah, complètement, oui. Moi, je l'ai vu en fin de saison, je l'ai vu faire des coast to coast. Enfin, voilà, tu sentais qu'il était responsabilisé, complètement à l'aise dans son rôle, et il donnait la pleine mesure de son talent. Enfin, voilà, c'est vraiment une équipe, le Thunder, qu'on n'a pas vu venir, je dirais, en début de saison. Et lui fait partie pleinement, justement, de ce projet, et puis de cette saison surprise. Ils ont failli accrocher le play-in. Lui, vraiment intégré dans cette équipe. Après, voilà, il y a quand même, alors on peut peut-être aussi aborder son aspect offensif. On a parlé donc de son adresse au tir, mais je suis allé voir sa short chart, sa shot chart, et visuellement c'est quand même assez impressionnant, puisque là tu as vraiment une vision analytique. C'est-à-dire que 26% de ses tirs sont pris à 3 points, 62% de ces tirs sont pris dans la zone vraiment près du cercle, à 3 mètres du cercle, et tout le reste, donc seulement 12%, c'est pris dans la zone intermédiaire, donc celle la moins rentable. Donc on voit que c'est quand même un joueur très analytique dans sa prise de shoot, et du coup c'est pour ça aussi qu'il a des pourcentages tellement optimisés.
Ouais, bah c'est OKC, hein. C'est les jeunes geeks d'OKC qui travaillent bien, quoi. Je pense, hein, mais tout à fait, c'est vraiment ça. Hein. Et peut-être un point amélioré, c'est quand même sur le 3 points. Donc comme j'ai dit, il en prend quasiment un quart de ses shoots sont à 3 points. On est qu'à 36,3% en catch and shoot et 33,3% en pull-up. Bon, ça, c'est des pourcentages qui peuvent augmenter en bossant un peu. Voilà, je me fais pas de soucis, c'est des choses qui peuvent venir. Par contre, sur le drive, il est déjà très très incisif. Il fait quasiment 10 drives par match et il a un taux de réussite à 51,8%. C'est exactement le même que Shai. Alors, le volume est 2 fois plus gros chez Shai, mais je veux dire, en termes de réussite sur ses drives, on est sur un joueur déjà très 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 fort. Donc, si on résume en attaque, pour moi, c'est vraiment un profil de connecteur et de slasher. Peut-être seul bémol, provoquer un peu plus de fautes, parce que pour quelqu'un qui justement drive beaucoup, qui passe beaucoup de temps dans la raquette, il tente que 2,5 lancers par match. Donc là aussi, c'est peut-être quelque chose, des points d'amélioration en tout cas dans le futur. C'est la différence avec Shai, hein, notamment. Exactement, oui, tout à fait. Parce qu'ils ont le même pourcentage sur leur tir pris en fin de drive, mais sur la productivité globale, donc layup plus lancer franc obtenu, c'est là-dessus qu'on voit une différence, effectivement, où alors moi j'ai noté 1,12 points par tir sur des tirs en fin de drive, et le chiffre en lui-même on s'en fiche, c'est juste que ça nous sert à le situer sur l'échelle NBA, et c'est 39e sur 64 parmi les joueurs à plus de 9 drives par match. Et donc voilà, on est plutôt au niveau moyenne basse, alors que Shai va être très très haut dans la hiérarchie, mais parce que Shai, en plus de ses tirs en soi, il va aussi provoquer énormément de lancers francs et les mettre beaucoup. Ouais. Et donc lui, comme tu disais, c'est un peu pour l'instant sa faiblesse. C'est-à-dire que même très simplement le taux de lancer franc, le free throw rate plus, donc ajusté par rapport à la moyenne, il est à 90, donc 10% moins grand que le score moyen de NBA. C'est là-dessus où il y a pas mal de valeur à gratter, je pense, parce que comme tu dis, au niveau du drive, on est sur quelqu'un qui commence à montrer des flashs, même plus que des flashs, à développer un jeu très très intéressant. Et c'est là aussi où le fit est parfait, et ça n'a pas été fait pour rien, hein, je pense. Hein. Rappelons que c'est un joueur qui sort de Santa Clara, la fac de Alan Guillou. Tout à fait. Non mais la fac, effectivement, où Alan est actuellement, mais surtout une fac qui est pas une grosse fac, hein, et ça a été un peu... OKC est allé le chercher un peu plus haut que là où on l'attendait, mais le fit est parfait parce que OKC développe ce fameux jeu de drive avec beaucoup de drive et beaucoup de chemins créés pour aller au panier. Le focus est vraiment mis là-dessus, et lui est très bon là-dessus, sur ce côté drive. Il est grand, il n'est pas explosif de manière spectaculaire, mais il est grand, long et assez rapide. Et donc voilà, il arrive très très bien à se faire son chemin jusqu'au panier. Il manque plus que les lancers francs, on va dire. Il manque plus que ça pour compléter complètement le profil. Et niveau productivité, niveau rapporter des points, ça peut être génial. Surtout que bon, je pense que pourquoi est-ce qu'il prend aussi peu de tirs dans la mi-distance? Peut-être qu'il n'a pas encore le pull-up, je sais pas ce que t'en penses, mais même tu sais, au niveau du 3 points, tu disais il est au niveau de la moyenne. Je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui prend des shoots dans le périmètre, mais que quand c'est du catch and shoot, parfois un peu de pull-up, mais on n'est pas vraiment encore sur quelqu'un qui a le vrai tir en sortie de dribble. Non, pas encore. Bah ça viendra aussi, je pense, avec le temps. Hein. Quand il a des tirs ouverts, comme tu dis, il va les prendre, hein, surtout à 3 points. Mais il pense davantage à driver, c'est-à-dire voilà, essayer de trouver des brèches dans la défense plutôt que de pull-up directement en mid-range. Alors, je sais pas si c'est vraiment une volonté analytique. Hein, quand je te disais quand la shot chart est vraiment analytique, c'est aussi son jeu à lui qui fait qu'il est plus attiré vers le cercle que prendre un pull-up à mi-distance. Peut-être que quand il se sentira un petit peu plus sûr sur son tir, c'est des shoots qu'il ne refusera pas après. Hein. Et à quel point tu trouves son passing intéressant? Le passing, alors il y a pas mal de passes par match. Après, je dirais que il fait pas mal de pick and roll. Mais c'est encore une chose qui peut améliorer ça, je pense. Ouais. Il a tendance justement à lâcher la balle. Hein, quand il drive, s'il y a des prises à deux là, il va pas hésiter à lâcher la balle. Hein, ça, il a une bonne vision. Mais il y a encore aussi à gratter là, je pense, sur le playmaking. Bah, disons qu'on n'est pas encore sur un playmaker d'élite, mais j'avoue que c'est un des aspects qui, moi, me fait l'aimer plutôt pas mal, c'est qu'on n'a pas qu'un rôle de connecteur et de joueur qui fait l'extra passe loin du ballon, ou voilà, qui est juste le fluidificateur. Je trouve qu'il y a un peu de création qu'il a développé petit à petit. Et tu vois, notamment, on parlait de ses drives. Je trouve que de plus en plus, il fait le drive et il est aussi capable de faire la passe à la fin. Ce qui est forcément un très bon aspect, parce qu'on n'est pas sur une vision tunnel, je trouve. On est sur quelqu'un qui fait des décalages sur le drive et qui en plus est capable de l'exploiter après avec sa taille, avec son QI, avec ses instincts. Donc c'est assez intéressant, je trouve. On est vraiment sur un
déjà, je pense, un créateur tertiaire, voire même secondaire de bonnes équipes NBA au niveau passing. Alors, bon, comment dire, plus point forward, si tu vois ce que je veux dire, plus point forward que vraiment créateur, genre LeBron James, meneur depuis le poste d'ailier, quoi. Non, puis sur transition, tu vois, c'est aussi quelqu'un qui peut accélérer le jeu, trouver des passes faciles pour des finitions près du cercle. Enfin, effectivement, il a à la fois un rôle de connecteur, mais également, comme tu dis, de créateur, peut-être secondaire déjà au Thunder, en fait, parce que derrière Shai, c'est vrai que lui apporte quand même pas mal de création. Faudrait regarder peut-être un petit peu justement le passing quand il n'y a pas Shai sur le terrain et que lui est en jeu, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va développer encore de plus en plus, mais qui est déjà intéressant à l'heure actuelle. Oui. Et puis après, il y a aussi la défense. Moi, je sais que c'est aussi un aspect où je l'aime bien et je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, on est déjà, je trouve, sur quelqu'un qui est assez positif de ce côté-là du terrain aussi. Bah, complètement. Rien que son envergure 2,18 m, des bras très longs, il a un physique fait pour défendre et il est déjà capable de switcher à la fois sur des arrières, des ailiers, de naviguer même entre les écrans. Il a aussi une rapidité pour naviguer entre les écrans qui est quand même très intéressante. Au niveau de la protection de cercle, c'est 81e percentile, je crois, chez les gardes en NBA, si on le considère comme un guard. Et au niveau des styles, j'avais noté 2,1 styles sur 100 possessions. Là, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Donc, c'est un défenseur pour moi déjà au-dessus de la moyenne. Oui, je suis assez d'accord. Je dirais pas encore élite, je pense. Non. Mais avec tout de même un profil complet, à la fois sur le ballon, assez polyvalent, à défaut d'être élite sur le ballon, mais assez polyvalent sur un peu des petits, un peu des grands, un peu de navigation d'écran, etc. Mais aussi loin du ballon, où on a déjà un peu de, comme tu dis, parfois un peu de protection du panier, parfois un peu de... Et puis tout simplement le playmaking défensif, tu te citais les chiffres d'interception. Je crois que j'ai fait aussi un petit filtrage. Je crois qu'il est donc 84e centile au niveau des styles, donc mieux que 84% des joueurs à son poste au niveau des styles. Il est pas mal aussi sur le block percentage, et donc si tu combines les deux, qui fait aussi bien que lui dans les deux catégories, il y a une vingtaine de noms à peu près en NBA, un peu moins de 20 noms, quoi. Donc on est déjà sur un très bon playmaker défensif et un contributeur défensif positif. Exactement. Ouais. Et donc, après avoir dit tout ça, où est-ce qu'on l'imagine alors dans le classement? Je crois qu'on l'avait tous les deux 3e de notre QV, mais dans le classement, dans quelle zone on le fait atterrir? Je le mettrais, je regarde un petit peu, 40e, 39, on a du Marcus Smart 39, je le mettrais quand même au-dessus de Smart pour moi, qui était un peu moins fort cette année. Je le mettrais peut-être même au-dessus de Horford, 34. Au-dessus d'Horford, je mettrais donc 33, 34. Mais quand même derrière Aaron Gordon, après on a des noms où quand même aussi il y a une production. Aaron Gordon pour moi c'est devant. Desmond Bane aussi. Je crois qu'on est sur un assez beau grand écart du coup. Ah oui. J'étais plus bas, j'étais plus bas. J'avais un peu un point de repère Jerami Grant, mais à quel point est-ce que c'est pertinent vu qu'on n'arrête pas de dire qu'il faudrait peut-être bouger Jerami Grant un jour. Okay. Jerami Grant qui est 57e, mais effectivement il y a peut-être moyen de couper la poire en deux alors. Mais tu vois après, à quel point est-ce que Jalen Williams était déjà plus valuable que des role players, des 3&D d'élite de type Harrison Barnes ou KCP, tu vois, je me posais la question. Mais oui, quoique si en fait, si on peut le faire passer devant ce groupe. Et par rapport, tu vois, des CJ McCollum ou Tyler Hero alors? Moi, je le mettrais. Alors, Hero fait pas une super saison. Oui, après ce groupe-là, effectivement, McCollum, Hero, ça peut être pas mal. Je regarde même Scotty Barnes en fait. Scotty Barnes, Tyrese Maxey. Tu vois, moi je le mettrais par contre devant Tyrese Maxey, mais peut-être derrière des mecs comme Scotty Barnes. Peut-être plus la place 45-46 à ce moment-là. Peut-être même genre Malcolm Brogdon et tout ça, toi, t'aurais voulu le mettre au-dessus. Un peu en dessous de Malcolm Brogdon quand même, qui a un autre rôle dans une équipe encore plus forte. Donc je le mettrais quand même en dessous de Brogdon. C'est pas évident à classer parce qu'on a des profils différents là dans ce range. Ouais. Après, un point de repère, ça peut être Scotty Barnes, effectivement, qui, je pense, est moins bon en attaque, mais peut-être meilleur en défense aussi déjà. On peut le faire passer devant Scotty Barnes tout de même. On peut, par rapport à Maxi aussi, tu voulais le faire passer devant? Non. Non. Pardon, devant Maxime et derrière Brogdon, donc 44-45. Ouais. Ok, oui, entre les deux alors, entre ces deux-là. Ouais.
Ouais, effectivement. Mais alors toi, tu disais ton évaluation positive, vous pouvez monter très haut, alors c'est ça? C'est pas évident, ouais. Moi, je l'aurais monté même encore, tu vois. J'avais dit au-dessus d'Orford. J'avais Orford aussi en ligne de mire où je trouvais qu'il pouvait apporter un peu plus qu'Orford parce qu'il y a le minutage aussi peut-être en baisse chez Orford. Il y a moins de production offensive. C'est vrai. Orford shoot beaucoup plus maintenant en périphérie et va un petit peu moins dans la raquette. Lui, j'ai l'impression qu'il fait quand même un peu plus de choses. Moi, j'ai tendance à donner un peu plus de crédit à, comme je te l'ai dit, hein, ceux qui amènent des deux côtés du terrain et puis voilà, qui sont pas unidimensionnels dans un secteur. Donc là, c'est le cas de Jalen Williams. Il fait plutôt bien quand même les choses en attaque et en défense. Il y a quelques points à améliorer, mais normal chez un rookie. Donc ça me choquait pas de le mettre plus haut, mais le range entre Max et Barnes me va très bien. Ouais, effectivement, après, c'est vrai que tu vois, il y a un OG Anunoby qui est pas loin. Anunoby, meilleur défenseur, bien meilleur défenseur, mais moins de création offensive. Donc c'est vrai que selon les avis de chacun, si quelqu'un pondère plutôt pas mal la création offensive versus la défense, moi, je peux imaginer effectivement Jalen Williams continuer à gratter des places. Ok. Ok, alors mettons-le là. Mais alors effectivement, Jeremy Grant est un peu bas. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on en rediscute un de ces jours. Pourquoi pas les mettre ensemble. Quoique, même Jeremy Grant pas tant de création offensive. Bref, on se perd. On va essayer de pas y passer 3 heures. Ok, très bien. Alors, mettons-le là, entre Brogdon et Maxi. Donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 16 février 2023. C'est un poster dunk sur un joueur de Houston, dont je ne dirai pas le nom, évidemment. Mais est-ce que tu es capable de me citer ce magnifique poster sur un des joueurs de Houston allez, petit indice, je l'adore. Le Turc. Exactement. Oh là là, j'allais dire Enes Kanter, pas du tout. Mini Jokic, tu peux l'appeler comme ça. Oui, Mini Jokic. Mini Jokic. Alors, Alperen Şengün, voilà, Alperen Şengün. Toujours chez les Rockets, qui on peut avoir sur le backcourt, Jalen Green. Exactement. Kevin Porter Jr. Oui. Ah non, pardon, non, c'est pas un Kevin Porter Jr., c'est un autre Kevin Jr. Un autre Kevin Le fils d'un premier choix de draft, je crois, si je dis pas de bêtises. Kenyon Martin Jr. Exactement, Kenyon Martin Jr. Ok. Ty Washington. Non. Il te reste un ailier défensif et un ailier fort défensif. Un rookie d'ailleurs, qui a failli aller à Orlando, mais... Tari Eason. Non, Orlando a drafté quelqu'un d'autre en numéro 1. Jabari Smith. Oui, exactement, Jabari Smith. Et il te manque un ailier... Jason Tate. Exactement, Jason Tate. Donc tu as tout le monde côté Houston. Et donc côté Thunder, on a donc Jalen Williams, Ouais. Shai à la main. Oui, tout à fait. Luguensdort. Oui. Dario Saric n'est pas dans l'équipe encore. Non, on est sur du classique, les titulaires de fin de saison. Robinson Earl. Non, c'était un autre. Du coup, un autre intérieur qu'on confondait pas parfois avec Jalen. Jalen Williams, alors. Exactement, Jalen Williams est sur le terrain. Williams. Et il en manque un, Pokusevski. Non, le dernier, il aime bien les kangourous. Josh Giddey. Exactement. Tu vois que les indices peuvent aider. Les indices peuvent aider quand ils sont Voilà. pas trop capillotractés. Bien, avançons, on peut passer à Kyle Lowry si tu veux bien. Kyle Lowry, si je fais le topo, 31 minutes de jeu par match en moyenne sur 55 matchs, 97 de true shooting plus, donc moins 3% efficace par rapport à la moyenne NBA, sur 17% d'usage, donc là aussi un volume assez modeste pour Kyle Lowry cette année. Et c'est vrai que c'est un peu le thème, hein. C'est difficile de juger sa valeur et sa saison parce qu'il y a un déclin. Ouais, il y a un déclin, je dirais, qui s'est amorcé déjà depuis 2-3 saisons. Maintenant, Kyle Lowry, c'est quelqu'un qui aussi a des campagnes qui sont pourries par les blessures. Et on l'a vu cette année, en fait, son rôle a un petit peu basculé au sein du Heat puisqu'il est passé de titulaire à 6e homme. En playoff, Spoelstra lui a préféré Gabe Vincent
Et je me dis que maintenant, peut-être que ce passage dans la seconde unit peut être bénéfique pour lui. Et un peu à la manière d'un Goran Dragic il y a quelques saisons, il peut peut-être se réinventer dans un rôle encore peut-être pendant 2 ou 3 ans, hein, en étant encore un petit peu valuable. Mais en tout cas, vraiment, on a senti cette saison qu'il y avait une fracture, puisque le fait de le passer sur le banc, j'imagine que ça n'a pas été simple. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a aussi un gros salaire, enfin qui a multiples All-Stars. Donc parfois, ce genre de statut en NBA n'accepte pas forcément de sortir du banc. En tout cas, Laurie, lui, a accepté. J'ai un peu qu'il y a un peu 2 saisons en une pour Kyle Lowry. T'as le Kyle Lowry de début de saison où l'infirmerie du 8 était pleine. On avait du Butler, Gabe Vincent, Hero, même Oladipo blessé. Et lui a été obligé de jouer énormément de minutes. Si on regarde son apport jusqu'à fin décembre, il est quand même en 14 points, 4,5 rebonds et 6 passes. Et un usage justement qui passe au-dessus des 20%. Mais Ouais. ça sera son plus gros mois de la saison. Parce que derrière, début 2023, il va commencer à avoir des pépins physiques. Et puis surtout, il met plus un tir extérieur. Là, en janvier et en février, c'est cata, son true shooting même passe en dessous de 50%. Et lorsqu'il revient à 100% en mars, donc comme je l'ai dit, il perd sa place de titulaire, mais en sortant du banc, donc l'échantillon est certes assez petit, hein, c'est 11 matchs, mais en tout cas, il gagne en efficacité. Il repasse à 42,5% à 3 points sur ces 11 matchs. Et son true shooting repasse au-dessus de 66%. Donc le fait de sortir comme ça du banc, peut-être que ça a été aussi bénéfique pour lui. Parce que, comme je l'ai dit, hein, en attaque, c'est assez cata, hein, quand on regarde aussi un petit peu plus en détail. 33,8% en catch and shoot, c'est vraiment pas terrible. En pull-up, on est à 34,6%. Hein, normalement c'est des standards vraiment très bas chez lui. Ouais. Reste quand même les playoffs où il a planté des gros shoots, parfois même donc très longue distance, et puis aussi avec des défenseurs sur le paletot. Moi, je me souviens de tirs justement assez décisifs comme ça, hein, contre les Celtics et tout. Donc il y a aussi ce Kyle Lowry là qui est quand même capable de planter des gros shoots. Et alors je suis allé voir aussi sur sa réussite selon le rapprochement du défenseur, hein, du premier défenseur. Donc si tu prends les défenseurs qui sont very tight, donc c'est entre 0 et 2 feet, ils shootent à 63,6%. Donc c'est à se demander si Laurie préfère pas avoir un défenseur sur le dos qui lui sert de viseur. Donc bon, l'échantillon est pas énorme, mais quand même j'ai trouvé ça assez marrant de voir que finalement il a un excellent taux de réussite quand le défenseur est très proche de lui. Voilà, mais bon, mis à part ça, c'est vrai que ça a été très très compliqué au niveau de la réussite. Les drives, Laurie n'en fait quasiment plus. On est en dessous de 2 drives par match, alors qu'il était à plus de 3 en fin de parcours à Toronto. Et du coup, il a vraiment du mal à créer des décalages. C'est un jeu qui est devenu un peu trop stéréotypé. Et tu te rends compte que s'il met pas dedans extérieur, son apport devient vite neutre en fait. Oui. Mais en effet, c'est là où je dis que son cas est un peu compliqué parce que, en effet, on est sur quelqu'un qui est en déclin. Et en même temps, je trouve aussi que d'un autre côté, il reste assez précieux sur certains aspects. Et tu vois, tu as parlé de pas mal de chiffres qui oscillent pas mal. C'est vrai que ça a jamais non plus été totalement sa force, le côté création offensive. Si ça l'avait été, en fait, si ça avait été un joueur capable de scorer à volonté sur la création pure, en fait, on parlerait de quelqu'un qui serait limite top 10 NBA pendant X années, quoi. Mais ça a toujours été un peu la faiblesse comparé à d'autres stars, ce côté création un peu à volonté, parce que la taille, parce que voilà. Mais du coup, le fait qu'il décline fait que pour moi, on perd un peu en aspect de création offensive frontale ou directe, on va dire. Mais on garde tout de même tout ce qui fait aussi une certaine valeur de Kyle Lowry, c'est-à-dire la valeur de connecteur, l'intelligence de jeu, le passing, même balle en main, hein, pas que le connecteur loin du ballon, mais voilà, tout cet aspect-là. Et puis la défense aussi. Alors, défense face à l'homme, il y a moins de mobilité qu'avant et plein d'autres choses, mais là encore, un QI défensif exceptionnel. Enfin voilà, moi, pendant les fils NBA, pendant le playoff, je me suis régalé de certaines rotations, l'impact qu'il peut encore avoir sans ballon. Ce qui fait que effectivement, on a un bilan qui est finalement assez difficile à juger parce que, encore une fois, comme tu disais bien, on est sur une moyenne de saison qui est à plus de 31 minutes sur cette année, mais il y a presque plusieurs saisons en une en fait.
C'est dommage qu'en fait le Heat ait été obligé de le surutiliser en début de saison parce que je pense qu'il a aussi du coup eu un peu le capot qui a fumé. Et donc à son âge, voilà, c'était peut-être un peu trop. Et du coup, c'est pour ça aussi que sa production offensive fluctue énormément cette saison, alors que la défense, elle, reste plutôt stable, je trouve. Comme tu dis, il y a peut-être les déplacements latéraux où bah, quand tu vieillis, les ischio-jambiers, voilà, ça devient compliqué. On le voit avec Chris Paul par exemple. Mais lui reste, il a quand même une science du placement au-dessus de la moyenne aussi. Et puis, il y a toujours aussi cette capacité à provoquer aussi des passages en force. Alors, moins qu'avant, parce que là, on parlait quasiment du leader hein, chaque saison. Je crois que pendant 2 ou 3 saisons, il était dans le top 3. Mais cette saison encore, tu vois, il y a 16 passages en force provoqués. Et voilà, c'est quelqu'un qui a aussi un certain vice en défense que là, tu peux pas forcément retrouver dans les stats. Mais en tout cas, pour moi, c'est encore un défenseur solide. Voilà, c'est pour ça que heureusement, ça compense un peu ses lacunes ou du moins ses sautes d'humeur en attaque. Après, tout de même, bon, on est sur quelqu'un qui 37% sur la saison au niveau des 3 points. T'as beaucoup décrit les fluctuations, mais au final, ça fait quand même 37% sur le bilan final. Ça va, sur à peu près 4 par match, quasiment. Bon, voilà, c'est quand même pas mal. Au niveau des drives, en effet, alors moi, je suis à 6,3 drives par match, par contre, en termes de fréquence, donc ça a beaucoup baissé par rapport à avant, en effet, mais il fait moins de drive, mais quand il les fait, il est assez efficace encore. Hein. D'ailleurs, 17e meilleure efficacité sur 111 joueurs à plus de 6 drives par match. Donc plutôt bien, mais attention à pas non plus lire cette stat de manière trop positive. Il est très efficace aussi parce qu'il ne va plus tant que ça au panier, et quand il y va, c'est que quand c'est un peu un chemin ouvert. Donc il y a aussi ce bonus-là, quoi. Une bonne manière de nuancer cet aspect-là, de pas penser que ben voilà, il a une superbe efficacité sur drive, il en fait ce qu'il veut. Non. D'ailleurs, son efficacité globale au panier, pas que les drives, mais globale au panier, elle a vachement chuté. Elle est passée de 69 à 56% entre l'an dernier et cette année. Je pense qu'il y a tout un côté de cut et de mouvement sans ballon qu'il n'a plus tellement, de côté transition qu'il a plus tellement. Donc il y a cet aspect-là tout de même. Après, on est encore, tu vois, j'avais fait un petit filtrage évidemment pour m'amuser, mais minimum 18% d'usage sur Cleaning the Glass, minimum 1,14 points par tir au général, son efficacité, et minimum un certain niveau de ratio de playmaking, donc quel point tu fais des passes par rapport à ton usage. Donc en gros, si je résume, un certain volume, une certaine efficacité et une certaine capacité à distribuer le jeu. Selon ces critères-là, il n'y a que 7 joueurs NBA qui répondent à ces critères. On a du Kylori, Sabonis, Monte Morris, Jokic, TJ McConnell, James Harden et Ali Burton. Donc voilà, on est encore sur quelqu'un qui, je trouve, reste assez valuable en attaque, non pas par ses chiffres, mais c'est quand même un fun fact assez marrant, de voir que oui, le rôle décline, l'usage décline, le volume d'utilisation décline, mais sur le moment où il a la balle, moi je trouve qu'il reste quand même assez intéressant, mais après, toute la question, c'est à quel point est-ce qu'on le pénalise pour justement le fait de pouvoir prendre moins de responsabilités aussi, c'est à prendre en compte. À quel point on le pénalise? Tu veux dire dans le classement? Non, Notamment, oui, notamment. Tu veux le classer tout de suite? On peut y aller, mais sauf si tu as des choses à rajouter sur Kylo. Non, pour Laurie, écoute, non. Moi, comme je t'ai dit, je trouve qu'il y a quand même une érosion depuis 2 ans. Ouais. Et peut-être que ce changement aussi de rôle, de le fait de le passer dans la seconde unit, a été bénéfique aussi pour lui parce que moi, j'ai trouvé quand même qu'il avait des très très bons passages en playoff. Autant en saison régulière ça fluctue, autant ces passages en playoff, il y a quand même des gros shoots. Et le hit aussi peut lui dire merci sur certaines séquences quand même. Voilà, donc. Ouais. Ok, il a une utilité. Maintenant, est-ce que c'est un pion essentiel chez le hit? Je ne pense pas. Donc on est en désaccord parce que moi je pense qu'il est plus important que Jimmy Butler, mais on va batailler, on va batailler sur le classement. Non, mais alors blague à part, allons vers le classement. Ou est-ce que toi tu l'imagines plutôt vers le bas alors? Plutôt vers le bas. Alors attends, je regarde un petit peu. Un petit peu comme Valanciunas en fait. Hein. C'est 2 joueurs que j'avais un peu dans la même zone. Moi, on peut les mettre pas loin, ouais. Je te dirais bien derrière Josh Giddey, 73e, devant Buddy Hield. Alors toi tu voulais mettre pas loin, mais tout de même Valanciunas au-dessus. Oui, j'avais Valanciunas en 4. Tu vois, moi j'avais Caleb Martin qu'on a mis là à côté de Valanciunas. Pour moi, est-ce que Laurie était plus important que Caleb Martin? J'ai quand même envie de dire oui, tout de même.
Les playoffs biaisent un petit peu, ouais, puis les playoffs, ses performances en playoffs biaisent un petit peu peut-être aussi la saison régulière, où Caleb Martin en saison régulière, c'était pas mal, mais ça reste peut-être un cran en dessous de Laurie, alors que c'était le contraire en playoffs. Honnêtement, ça se discute. On peut les mettre collés alors, tous les trois alors. Ouais, Caleb Martin, Kyle pourquoi pas. Lowry et Valanciunas alors. Et Ça nous fait un, Valanciunas, écoute, ouais, ça fait un c'est pas tir mal. groupé assez proche. Ça peut le faire. Ça peut le faire. J'avoue que moi, ma fourchette haute pouvait monter un peu, mais pas des masses, quoi. Tu vois, je sais pas. Après, là, en fait, la différence entre le rôle, à quel point tu peux avoir un rôle important en saison régulière, etc., et de l'autre côté, à quel point aussi tu peux être intéressant en playoff comme Kyle Lowry, mais sur des minutages plus faibles. C'est vrai que tout ça, c'est difficile à juger. Tu vois, je pensais notamment à Fernie Simmons contre Kyle Lowry. Compliqué, quoi. Compliqué de juger. Bah, bien sûr, oui. Ouais. Mais ok, me semble va. Non, mais ça me va si on fait un tir groupé, Valanciunas, Lowry à côté et Caleb Martin là aussi. Ouais, ok, faisons ça. Sachant que si on rajoute plein de monde de type Van Wagner, etc., peut-être qu'ils ne passeront pas le cut des 100 au final. On verra bien. Ce sera le petit suspense. Mais donc, petite trivia pour terminer, nous sommes le 10 novembre 2022. C'est un tir clutch sur isolation contre les Charlotte Hornets. Un tir clutch avec à peine 2 minutes en overtime à jouer. Donc, un tir assez clutch de la part de Kyle Lowry. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain? Côté hit, Bam Adebayo. Oui, tout à fait. Jimmy Butler était peut-être blessé, Oui. non, en novembre? Non, il est là. Il est là, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Caleb Martin, justement? Caleb Martin, non, n'est pas sur le terrain. C'est un Autrichien qui est sur le terrain. Un Autrichien? Alors, à part Jacob Non, Putton. il n'est pas Autrichien. Ah bon? Son nom, ça se dit. Son nom a une allitération autrichienne. C'est un shooter. Max Strus? Exactement. Strus, ok. Il me manque encore. Donc, on a dit Laurie, Butler, Adebayo, Strus, Max Strus. Max Strus. Exactement. Gabe Vincent. Gabe Exactement. Vincent, ok. Tout à fait. Et côté Charlotte, LaMelo Ball? Non, il n'est pas sur le terrain. On avait Plumlee encore à cette époque. Exactement, tout à fait. Plumlee est là. PJ Washington? Oui, il est là, tout à fait. Gordon Hayward? Non, il n'est pas sur le terrain. Ce sont des ailiers défensifs plutôt. Alors, je vais dire Kelly Oubre, mais non, du coup. Bah, oui, c'est moi qui ai fait une erreur défensive. Oui, Kelly Oubre est sur le terrain. Ok, donc Kelly Oubre, et il m'en manque deux, dont un meneur. Oui, un meneur qui s'est pris le tir en pleine tête par Kyle Lowry. Malédon? Donc on est sur un gabarit encore plus petit que Kyle Lowry. Non, c'est pas Malédon. Ah, Dennis Smith? Non. Si je te dis Boston. Terry Rozier? Exactement, Terry Rozier. Terry Rozier, ok. Et puis. Et le dernier a fini la saison aux Sixers. Ah, McDaniels alors. Exactement. Jalen McDaniels, si je dis pas de bêtises, ouais. Alors que Jaden est à Minnesota et dans notre classement. Oui. Son frère, peut-être pas, mais oui. Oui, c'était pas facile, hein, ce quiz, Charlotte. Pas évident, non, mais Charlotte, comme il y a eu beaucoup de blessés, c'est pas évident, ouais. En plus, quand il n'y a pas la Melo Ball. Avançons, on peut passer sur Nick Claxton si tu veux bien. Claxton, 30 minutes par match, 76 matchs cette année en 2023, 119 de true shooting plus sur 15% d'usage, donc 119 plus 19% par rapport à la moyenne. En même temps, il met que des dunks, mais c'est quand même moins que Nikola Jokic, voilà, c'est placé. Mais bref, vraiment une saison de l'explosion, hein, pour te lancer, saison de l'explosion pour Claxton au plus haut niveau. Exactement. J'ai même envie de l'appeler le Most Improved Center, tu vois, parce que non seulement il a terminé 5e au vote de MIP, mais il a également eu des points pour le trophée de Deepoy. Donc c'est vraiment une énorme progression, surtout en défense, là où il a vraiment passé un cap. On est sur un profil de rim runner, hein, bien sûr, par excellence, donc de la protection d'arceau, mais vraiment la élite pour moi. Si on regarde un petit peu dans ses stats, donc on a un block percentage de 7.1,
6e aussi de la ligue au niveau du defensive plus-minus. Et puis, pour les tirs contestés, donc Brook Lopez est largement devant, hein, on le sait cette année. Mais le deuxième, c'est lui, puisqu'il conteste plus de 12 tirs par match. Donc c'est assez énorme. C'est vraiment le prototype de la machine à contrer. Même en termes de protection de cercle, donc tu vois que les adversaires shootent qu'à 52,3% quand ils défendent le cercle, et c'est de loin le meilleur à Brooklyn. Si on ajoute à ça en plus une capacité de switcher vraiment sur tous les postes, moi je l'ai même vu poser des problèmes à Ja Morant, même à Lamelo, même à Doncic. Et en plus, il se retrouve quand même assez souvent sur des situations d'ISO, puisque c'est le 70e percentile sur les situations d'ISO, où il doit défendre l'ISO, et il ne cède que 0,79 points sur les ISO. Donc, en plus, que ce soit face à des arrières, des ailiers ou des bigs, voilà, il a une capacité d'empêcher de scorer quand même assez phénoménale cette saison. C'est peut-être dû aussi, je pense, à son physique, parce que si on regarde, il a des muscles très fins, donc hypertoniques, d'où cette capacité à switcher rapidement et être tout le temps dans le bon timing. Tu as même parfois, donc un premier saut, il va rater le contre et il a le temps de redescendre et de ressauter dans un deuxième bond pour aller le chercher. Je l'ai vu aussi même parfois changer de main en l'air pour aller chercher le bloc. Enfin vraiment, il y a une créativité et une réactivité quand même assez impressionnante chez lui. Si on le compare à d'autres joueurs, alors tu as Miles Turner qui fait également beaucoup de contres, mais ça me semble quand même moins tonique et réactif. Walker Kessler et Brook Lopez, ça va plus être sur du placement, mais on n'a pas cette vitesse de réaction qu'a Claxton. En fait, moi, je le compare déjà peut-être à du Jaren Jackson Jr., peut-être un cran en dessous, mais on est quand même au niveau de l'élite en termes de protection de panier. Ouais. On n'est pas encore totalement chapouin, mais il vient un peu toquer la porte, quoi. C'est un peu ça que tu dis, quoi. Ouais, non, mais effectivement, je suis totalement d'accord. C'est quelqu'un que, leur draft 2019, si je dis pas de bêtises, il sort de Georgia, mais ça fait 2-3 ans qu'on voit des flashs, plus ou moins, depuis 2-3 saisons. Des flashs défensifs, des pare-bribes, des excellentes séquences. Je me souviens à 2-3 ans, une séquence de switch totalement folle sur Luka Doncic. Mais c'était plus des flashs qu'une vraie saison. Et là, cette année, il a tout mis ensemble. C'est pas des flashs, justement. C'est une vraie saison, c'est une vraie régularité. Et comme tu dis, on a quelqu'un qui a vraiment un profil de all defensive team, en fait. Je sais pas exactement au niveau des votes, mais on est clairement, pour moi, sur ce niveau-là. Je pense que le contexte joue pas mal parce que finalement, son image médiatique, on l'a un peu délaissé une fois que Brooklyn est devenu mauvais collectivement, on va dire. Il y avait moins cet attrait-là. Mais quand Brooklyn carburait à fond, on se disait, ah, mais ouais, en fait, pourquoi pas Nick Claxton. Et comme tu dis, en fait, il y a ce double aspect qui est très très intéressant, de à la fois switch, très très polyvalent dans le périmètre, mais en plus de cette polyvalence et de cette mobilité, il y a aussi une protection du panier qui est de très haut niveau. Et en général, c'est un peu ça qu'on n'a pas. C'est-à-dire que soit on a quelqu'un qui va être très mobile sur switch, soit on a quelqu'un qui va être très fort sur du panier, et tu peux pas demander, en tout cas c'est des standards très très hauts, de demander à quelqu'un de dire bon, tu es capable de switcher sur tout le monde, et en plus il faut que tu défendes le panier à un niveau d'élite. En général, c'est un peu l'un ou l'autre. Et lui, sa véritable force, c'est qu'en effet, il a un peu les deux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et même face à des intérieurs beaucoup plus puissants, alors certes, il va reculer, mais il arrive quand même à se repositionner pour gêner le tir. C'est vraiment, j'ai l'impression d'une glue, hein, vraiment aussi sur l'homme, où il mord pas forcément aux feintes. Enfin, c'est vraiment un profil défensif, moi, que j'adore. Comme tu dis, le côté switch et protection de cercle, c'est pas chez tous les joueurs que tu retrouves ça. Hein, j'ai énuméré les Lopez, Kessler, Turner. Pour moi, il est au-dessus de ces mecs-là cette année. Oui. Oui. Ah bon, après, il y a l'anomalie Draymond Green, en effet, mais qui reste une anomalie. Mais effectivement, il sort quand même pas mal du jeu, hein, sur ce côté-là, switch et protection du panier. D'ailleurs, les chiffres de fréquence de tir autorisé au panier quand il est sur le terrain sont pas très bons, mais en même temps, je pense que c'est dû au schéma. C'est pas dû à un côté intimidation ou quoi que ce soit. C'est juste que comme il fait des switches, parfois les stats de quand il est sur le terrain, lui, il est pas proche du panier, hein, il est dans le périmètre. Mais par contre, quand on regarde effectivement l'efficacité, il est dans le 89e centile de tous les pivots en termes d'efficacité autorisée au panier lorsqu'il est sur le terrain. Donc c'est assez intéressant. Pareil, hein, au niveau de ces chiffres on-court, quand il est sur le terrain, sur l'attaque, sur demi-terrain, et on est dans le 90e centile, là encore, d'efficacité défensive de son équipe lorsqu'il est sur le terrain, sur demi-terrain. C'est pas mal. Bon, des stats sur lesquels je suis pas non plus méga fan, mais des stats un peu all-in-one. Tu regardes le LeBron défensif, une stat de Basketball Index, ils l'ont carrément 3e de NBA, 3e plus gros score défensif.
Et au niveau du Raptor, une autre stat all-in-one, du Raptor de 538, il est 26e au total, mais notamment 12e parmi les pivots. Donc il y a un peu certaines stats selon les modèles peuvent varier un peu, mais je pense qu'on est effectivement sur quelqu'un de premier ordre parmi les pivots défensifs, avec peut-être une petite faiblesse qui est le rebond, mais là encore, je sais pas à quel point c'est lui ou à quel point c'est aussi les schémas très dynamiques. Ouais, on est d'accord. Ouais, non, après, on parle de progrès défensif. Il a aussi fait des progrès en attaque. Alors, c'est peut-être moins impressionnant que l'aspect protection de cercle. Mais voilà, je trouve qu'au niveau des lobes, voilà, il va faire son beurre sur les lobes et les rebonds off. Mais au moins, il se contente de faire ce qu'il sait faire. Il s'invente pas de vie à shooter voilà, hors périmètre, hors raquette. Et si on prend la stat globale de pourcentage d'adresse dans la ligue, c'est quand même lui aussi le joueur le plus adroit. Il a plus de 70% au tir. Mais parce que, comme tu dis, il ne fait quasiment que des dunks. Sur ses 587 tirs tentés, il n'y a que 41 jump shots. C'est vraiment, quand je te dis, voilà, il se contente de ce qu'il sait faire. Voilà, c'est bien l'illustration. C'est encore 40 de plus que Ben Simmons, toutefois. Donc peut-être. C'est vrai. Et en plus, ils sont dans la même équipe. Mais bon, il y a eu des line-up où ils ont joué ensemble, en plus, ceci dit, en début de saison. Donc, à l'époque où il y avait encore Durant et Kyrie. Mais voilà, la répartition de ces tirs, donc tu as plus d'un tiers de ces tirs qui sont des dunks, 27% des lay-ups, donc c'est vraiment quelqu'un qui shoot près du cercle, mais qui arrive à apporter quand même un écho en attaque qui est quand même pas mal, un peu dans ce que pouvait faire du DeAndre Jordan il y a quelques années. Voilà, on est dans ce range-là. Seul talon d'Achille peut-être quand même aussi, ça c'est lancé franc. Je me souviens d'un match, je crois que c'était 1 sur 12 ou 1 sur 11 contre Boston en playoff. Assez horrible. On voit qu'il n'a pas beaucoup de touchés sur son shoot. Et bon, ça, voilà, les bigs, ça peut mettre du temps à arriver. Je ne sais pas si ça viendra chez lui parce qu'il a tellement de force en défense que ça serait aussi bête de perdre peut-être trop de temps à bosser l'attaque. Mais en tout cas, voilà, bosser quand même un peu plus son toucher, ça peut être un des axes de progression aussi. En effet, je ne connaissais pas la stat, mais 54% au lancer franc. C'est assez peu en carrière. Ah, oui. 54%, c'est pas génial. Mais oui, non, mais après en attaque, on est vraiment sur un profil classique de catch and finish, mais on retrouve, j'aime bien certaines qualités qu'on retrouve comme en défense, mais là en attaque, c'est-à-dire explosivité, mais aussi légèreté et agilité. Tu décrivais aussi le profil, c'est pas que de l'explosif, il va sauter très haut, ce genre de choses. Et on a aussi un côté très fluide dans son profil athlétique, très léger, très flexible. Et ça, on le retrouve aussi en attaque quand il va plonger au panier pour attaquer le cercle. Et ce qui fait que pour moi, on a vraiment, on est sur de l'élite de verticalité et de finition au panier. Donc, c'est à double tranchant. C'est d'un côté, c'est un profil limité, mais de l'autre côté, il n'y a pas de compromis non plus, quoi. Il y a pas de comment dire. C'est pas quelqu'un qui va avoir de la création, mais en même temps, c'est un profil limité, mais tu sais ce qu'il t'apporte. C'est de la verticalité d'élite, et puis pas grand chose d'autre, pas de spacing, pas trop de passing, pas de shoot, évidemment. Mais ce qui nous fait quand même un ensemble assez sympa, et tu vois, si on prend une comparaison facile qui est Clint Capela de l'époque, quand Capela commence à exploser, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que même défensivement, on est mieux que ce que Capela n'a probablement jamais fait, ou en tout cas à ses débuts en tout cas. Ah, moi je le trouve encore plus tonique et réactif justement que pouvait l'être Capela. Il est plus fin, je pense, que Capela. J'ai pas les poids en tête, mais il est un peu plus fin. Et justement, moi, il me fait penser parfois un peu à une gazelle. Il va sauter vraiment dans le bon timing et tout. Capela, il y avait il y avait un peu plus de placement. Et peut-être un peu plus de lenteur, je trouve, peut-être latéralement. Là où vraiment, moi, Nick Claxton m'a surpris, vraiment. Et puis le côté switch aussi, je suis pas sûr que Capela pouvait switcher comme ça autant sur les adversaires. Ouais. Là, je te dis, moi, je l'ai vu. Du coup, j'ai essayé de regarder aussi un petit peu des séquences vidéo. On trouve des belles séquences vidéo de 10-12 minutes où tu t'ennuies pas parce que en fait, tu le vois switcher sur des meneurs et tout, et c'est hyper intéressant comme profil. Et je pense pas que Capela, même dans son prime Houston, était à ce niveau-là. Oui, et même au niveau de protection du panier, je trouve que Claxton est déjà meilleur que ce que Capela n'a jamais été probablement. Alors, pardon, oui, je me corrige, j'ai dit pas de passing aussi, précisons tout de même,
Pas de passing un peu de facto pour l'instant. Mais c'est vrai que là-dessus, il a des qualités intrinsèques un peu au-dessus de la moyenne, même largement au-dessus de la moyenne, je trouve. Il y avait pas mal de séquences d'ailleurs, même en NC, à la fac à Georgia, où il était un peu en point center, même à certaines séquences. C'était un peu une de ses cartes de son profil. Mais pour l'instant, t'es d'accord, on l'a pas trop vu utiliser dans ces configurations-là. Non, non, on le voit pas forcément justement énormément balle en main en fait. Hein. Quand Ouais. il a la balle en main, voilà, c'est soit c'est sur un rebond et je le remets dedans, ou alors, enfin moi je le vois très peu au poste aussi, par exemple. Il y a très peu de situations où il va aller poster, peut-être justement par son physique, il est peut-être pas assez puissant pour poster. Il souffre face à des intérieurs, voilà, hein, en attaque du moins, il a du mal à scorer face à des intérieurs plus techniques et plus puissants, donc il se contente de lob et de dunk. Hein, Ça peut être une piste de réflexion, une piste d'amélioration potentielle, je pense, ce passing, il y a de quoi faire. Mais pour l'instant, on est obligé de prendre en compte ce qui a été. Et donc, ça a été relativement limité en termes d'utilisation. Et donc au niveau classement, où est-ce qu'on le projette? Je vois qu'il y a un groupe d'intérieur notamment. Est-ce qu'on devrait être par là? Alors, je regarde un petit peu ce que j'avais noté. J'avais noté autour de la 33e place, devant Ouais. Horford aussi. Ouais. Je regarde un petit peu qui est-ce qu'on a. Alors, Jarrett Allen est assez proche, mais tu vois, je pense que je préfère encore le Nick Claxton de cette saison du Jarrett Allen. Je le mettrai légèrement devant. On a du Wendell Carter Jr. aussi qui est tout proche, du Miles Turner, Ayton. Écoute, ça me paraît pas mal. Jarrett Allen qu'on avait fait et que plus j'y pense, plus j'aimerais le remonter. En effet, je pense que ce côté protecteur de panier est très très valuable et j'aimerais bien appliquer le même raisonnement à Claxton, mais ouais, je pense que pour Claxton, on va être au-dessus de ce groupe-là, quoi. Même tu vois, par rapport à Aaron Gordon, est-ce que ça peut se discuter par rapport à, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, je le mettrais quand même derrière Aaron Gordon. Aaron Gordon, il y a quand même aussi un apport en attaque, Gordon, cette année, qui m'a vraiment impressionné. Capable de shooter à 3 points, de punir lorsqu'il a des mismatchs grâce à son physique. Enfin, il a exploité vraiment tout à la perfection cette année, Aaron Gordon, et je le mettrais quand même un petit peu en dessous. Donc c'est pour ça, moi, je le mettrais quand même devant Al Ouais. Horford, Jarrett Allen. Après, voilà, je suis ouvert à la discussion. Ok, mettons-le là. Alors, je suis assez d'accord. On peut le mettre, au-dessus d'Al Horford. Ça me va. Ça me va. La protection de panier, pour moi, est à ce point importante que je suis d'accord. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 20 avril 2023. C'est un match de playoff, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un poster dunk de Claxton sur Joel Embiid. D'ailleurs, après, il y a un petit cinéma qui fait que, que Claxton va être exclu du match. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Je revois l'Ambroglio derrière. Après, sur le terrain, donc côté Brooklyn, on a du Michael Bridges, Oui, tout à fait. Cam Johnson, Oui. Dorian Finney-Smith, Non, pas Finney Smith, c'est un autre. Royce O'Neal. Oui, tout à fait. Il m'en manque un, plutôt sur le backcourt. Ouais. Curry, non? Seth Curry, non? Non. Pas Seth Curry, pas Stephen Curry non plus. Dinwiddie. Exactement, Spencer Dinwiddie. Et du coup, sur les Sixers, donc on a du Joel Embiid, du coup. Ouais. Harden. Harden n'est pas sur le terrain. Ce sont d'autres joueurs sur le terrain. Pas sur le terrain. Alors Tyrese Maxey, peut-être? Oui, tout à fait. PJ Tucker. Non, pas PJ Tucker. Tobias Harris. Tobias Harris est là, en effet. George Niang. Exactement, George Niang est là. Ok. Et le dernier, McDaniels, du coup. Non, pas McDaniels, mais un ancien des Grizzlies notamment. Ah, D'Anthony Melton. Exactement, d'Anthony Melton.
Bref, avançons avec notre dernier joueur du jour. Et d'ailleurs, c'est toi qui as tiré le gros lot. C'est toi qui as tiré le cas le plus compliqué de toute la syllabe à traiter, puisque c'est LeBron James dont nous allons parler tout de suite. 35 minutes de jeu par match pour LeBron James, 55 matchs, 100 de true shooting plus, donc pile au niveau moyen de NBA, au niveau de l'efficacité, sur 33% d'usage, donc encore un énorme volume d'utilisation. Bah, comme je disais, un des cas les plus durs à traiter de par son passif, en réalité. Ouais, bah de par son passif. Alors j'ai essayé quand même d'occulter tout ce qui est record all-time de points inscrits, puisque c'est Ouais. lieu cette saison, tout ce qui est record de longévité, etc. Parce que là, bon, on est encore quand même sur une saison très solide de LeBron, mais un peu en deux temps, à l'image des Lakers, je dirais. Un début de saison compliqué, où tu avais du Westbrook en tête de tueur, Anthony Davis blessé, et du coup LeBron a dû gérer énormément de choses. Et puis, tu as eu le renouvellement du roster à la trade deadline qui a été plutôt bénéfique pour lui et les Lakers, puisque là, on a vu arriver D'Angelo Russell, qui a pu aussi le soulager à la création, Jared Vanderbilt en renfort défensif, puis tu as même du Beasley et Hachimura en score périphérique. Donc, LeBron a pu déléguer un peu plus sur la deuxième partie de saison pour être opérationnel à 100% en playoff. Tu parlais de l'usage. Alors, l'usage est énorme. Mais il était surtout démesuré lorsque Anthony Davis était blessé. Oui. Lorsqu'Anthony Davis a été blessé, donc LeBron a joué 17 matchs. Sur ces 17 matchs, il tournait à 34,6 points, 8,3 rebonds et 7,6 assists. C'est dans cette série notamment qu'on a eu des matchs à plus de 40 points pendant plusieurs semaines. Oui. C'était du grand n'importe quoi. C'est vraiment pour moi la version augmentée de LeBron, obligé de scorer à outrance, mais c'est pas forcément celle qui marche parce que parallèlement, collectivement, LA était hors playoff dans cette période. Et puis les adversaires avaient plutôt tendance à dire on va laisser faire le show LeBron pour s'occuper du supporting cast. Et résultat, voilà, les Lakers ont laissé passer un paquet de matchs. Et puis surtout dans ce laps de temps, LeBron jouait 37,5 minutes par match. Là encore, à son âge, ça fait quand même beaucoup. Résultat, il a rejoint à son tour l'infirmerie un peu plus tard dans la saison. Et c'est vraiment quand il est revenu, et puis qu'il y a eu aussi le retour d'Anthony Davis, je crois que c'était peu de temps après le All-Star Game, cumulé au move de la trade deadline, qui là, du coup, ont ouvert la deuxième partie de saison de LeBron. Et alors c'est marrant parce qu'on a vraiment une inversion de la courbe statistique personnelle à résultat collectif. Puisque là, LeBron, statistiquement, c'est moins touffu. Il tombe notamment en dessous des 24 points dans la deuxième partie de saison. Il y a également moins de rebonds et de passes. Par contre, les Lakers finissent la saison en trombe. Donc non seulement LeBron s'est adapté, je dirais, au move du roster, mais il a aussi réadapté un petit peu son jeu. À quel point, toi, tu penses qu'il y a un lien de causalité entre ces deux, ou est-ce qu'il y a aussi en partie le fait que deuxième partie de saison, il y a un supporting cast, donc c'est normal que l'équipe marche mieux, et deuxième partie de saison, il est aussi un peu blessé, donc c'est un peu normal que lui marche un peu moins bien. À quel point tu dis les deux sont liés ou pas, toi? Les deux peuvent être liés parce que je crois qu'en plus il a déclaré plus tard qu'il il a eu des conseils de se faire opérer. Il a choisi de jouer, de serrer les dents. Donc effectivement il a dû être freiné quelque part. Mais en même temps le fait de pouvoir s'appuyer sur un supporting cast compétent, renouvelé, ça justement lui a pu déléguer. On sait que LeBron, voilà, c'est pas, il peut aussi déléguer et il était complètement en sur-régime dans la période où il y avait ni Anthony Davis et puis voilà encore du Westbrook. Là, vraiment, c'était trop en fait à son âge. Oui, et puis en plus un plafond, je trouve un plafond d'impact collectif justement parce que lui il pouvait être aussi bon qu'il voulait, mais s'il n'y avait pas les pièces pour que ça gagne beaucoup, voilà, il y a quand même cette limite là quoi. Mais en effet, je crois qu'en plus difficulté supplémentaire pour venir juger la saison de LeBron, si on se concentre sur le 2023, c'est l'image et le statut et l'aura de LeBron James, les souvenirs qu'on a de lui qui a été le joueur le plus dominant de la décennie d'avant. Mais en plus, il y a eu cette question de la blessure qui est survenue en plein cours de saison. Blessure à la cheville, si je dis pas de bêtises. Et qui est un peu... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, même sur le run de playoff, on voyait qu'il était un peu affecté tout de même, quoi. On n'avait pas totalement... On avait le vrai LeBron James, mais par bribes, en fait. On l'avait pas complètement à 100% sur l'intégralité des possessions. Il avait peut-être pas le jus et la forme physique et la santé pour être à fond sur 100% des possessions comme on était habitué à le voir avant, quoi. Mais après, à quel point c'est la blessure, à quel point c'est aussi l'âge, on peut se poser la question.
Il y a un peu des deux, hein, de toute façon. Alors en plus, moi, tu vois, je suis encore plus âgé que les Browns, mais effectivement, pour jouer au basket, ça devient compliqué au bout d'un moment. Hein, donc, non, je pense que la blessure a impacté son jeu. Est-ce que ça l'a vraiment gêné et est-ce que ça a changé complètement son style de jeu pendant les playoffs? Je pense pas. Parce qu'il y avait quand même une chose récurrente cette année dans la saison des Browns, c'était sa relative maladresse longue distance. Là, c'est une saison qui est même historiquement faible hein, chez lui. Il est à 32,1% à 3 points. Là, il faut remonter à son premier passage chez les Cavs hein, pour trouver une stat aussi basse. C'est même aussi la première fois depuis sa saison rookie qu'il a un true shooting plus aussi bas. Je crois que là, il est à pile 100, hein, tu m'as dit, hein, je crois. Hein. C'est ça, ouais. Et la dernière fois, c'était sa saison rookie où il était en dessous de 100. Voilà, voilà. Mais sinon, voilà, il a toujours été au-dessus. Et là, cette année, tu vois, voilà, ça peut aussi annoncer un déclin. Mais enfin, c'est bien normal. Hein, il a des kilomètres au compteur quand même, l'ami LeBron. Donc voilà, il y a quand même plusieurs petits détails. Moi, en grattant un peu les stats, où tu te dis quand même, il y a des choses qui montrent son déclin. Je crois que c'est les interceptions aussi. J'avais noté où pour la première fois de sa carrière, il est en dessous de une interception par match. Alors c'est peut-être pas très significatif, mais en tout cas on voit quand même qu'il y a voilà un déclin, ce qui est bien normal à son âge. Mais il a compensé quand même cette relative maladresse à 3 points euh, en allant chercher des points. Alors quand tu me demandes si je l'ai trouvé amoindri en playoff, moi j'ai trouvé quand même que sur Drive, quand il a enclenché le mode turbo, bonjour pour l'arrêter. Hein, voilà, C'est ça, ouais. faut être un peu kamikaze pour se mettre devant. Donc, il a quand même eu aussi cette intelligence d'aller chercher les points sur drive ou alors en allant provoquer des fautes dans la raquette parce que voilà, c'est encore quelqu'un qui est impactant physiquement et qui peut aller chercher des points de cette manière-là. Ouais. Ah ouais, non, mais en effet, alors si ça vous intéresse, on avait fait un épisode des stats de la saison sur les Lakers. On avait détaillé tout ça, mais notamment un des points importants, c'est de voir que l'efficacité en elle-même, notamment sur des drives après sa blessure, elle n'avait pas chuté. Mais par contre, c'était son usage, son volume d'utilisation, qui lui avait été beaucoup plus bas que d'habitude en fait. Hein, où clairement, on était même donc un run de playoff face à des adversaires assez costauds et des risques d'élimination. Ben, on avait pourtant un LeBron qui n'était pas autant utilisé qu'avant. Je pense qu'il y avait un peu un côté blessure là-dessous, mais bon, après, on est quand même sur au-delà de cette panne d'efficacité au jump shot, qui est pas forcément étonnante quand on connaît LeBron James, mais en effet, elle est notable. Mais au-delà de ça, on a quelqu'un qui est encore efficace sur drive et même très, très efficace. 18e sur 64 au niveau des joueurs, 64 joueurs à plus de 9 drives par match, il se classe 18e. Bon, c'est bien, c'est juste qu'avant, on l'a connu dans le top 5 quoi, pendant plein d'années. Mais tu vois, mine de rien, si on oublie un peu qu'il a été ce qu'il a été, bon, on est encore sur une très belle efficacité sur drive, pardon, un très bon passing comme d'habitude, avec en plus peut-être un peu moins de responsabilité par moment sur le passing, mais aussi moins de turnover. Donc c'est aussi peut-être à prendre en compte ce côté-là. L'usage qui est tout de même assez énorme, encore le volume total, on va dire. Autre point peut-être un peu où on voit un peu le début de déclin, tu as parlé de l'efficacité générale, mais même c'est une des années où il va le moins au lancer franc. Son taux de lancer franc est quand même assez bas par rapport à ce qu'on a connu d'habitude. Donc effectivement, il y a un peu un mélange de tout ça, quoi. Pour moi, qui est assez compliqué. Il y a le passif, difficile de juger LeBron avec juste ce qu'on connaît de lui. Il y a la blessure à la cheville. Et puis il y a le déclin naturel de l'âge, hein. Comme tu as dit, c'est pas non plus scandaleux que il a quel âge, 48 ans, il commence enfin à décliner. mais après, tu vois, il y a un côté aussi que j'ai un peu envie de mettre à son crédit. C'est le run de playoff. On a vu qu'avec une équipe compétente et on avait une équipe viable quand on avait LeBron, on a aussi les Lakers qui ont la première défense de NBA sur la deuxième partie de saison. Sur toute la deuxième moitié, ils sont première défense de NBA. Alors beaucoup par Anthony Davis, mais aussi notamment parce que LeBron James est aussi là-dedans. Il y a aussi une autre stat intéressante, c'est que sur la deuxième partie de saison, leur net rating, donc leur production, leur différentiel attaque-défense des Lakers sur la deuxième partie de saison, est à plus 5 points par 100 possessions de différentiel attaque-défense. Pour vous dire, en général, les champions NBA, les grosses écuries, on est plus 7, plus 8. Mais plus 5, on est déjà sur aussi une très grosse équipe. Et sur des équipes qui font finale des conférences. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais sur la deuxième partie de saison, on a vu tout de même que LeBron James plus défense d'élite, en fait, on avait même dans les chiffres, ça reflétait ce côté, bah oui, on a de nouveau une équipe qui peut aller très loin en playoff, qui l'a fait.
Ouais, exactement. Et puis alors, là, tu parles de défense. Moi, je trouvais justement que l'association Davis-LeBron en playoff, c'était dévastateur dans la raquette. Ouais. Parce que LeBron a plutôt bien défendu le cercle, je dirais, ses playoffs. A été même beaucoup plus présent de manière générale hein, sous le cercle. Il y a eu un match à 20 rebonds en playoff. Ça, c'est assez énorme. Mais même en termes de protection d'arceau, donc en régulière, les adversaires shootaient à 59,8% et en playoff, il a même ramené ce taux de réussite à 55,3. C'est quasiment le même pourcentage qu'Anthony Davis. Donc avoir les deux tours comme ça dans ta raquette, ça a posé des problèmes quasiment insolubles justement pour les Warriors et les Grizzlies. Hein, on l'a vu. Ouais. Bon, les Nuggets, c'était une autre partie, hein, mais en tout cas, je dirais que en termes de défense, il a été vraiment excellent près du cercle, LeBron en playoff. Ouais. Avec toutefois, je pense, hein, mais peut-être un peu plus d'irrégularité en saison régulière et moins impactant que évidemment ces années Defensive Player of the Year. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a été. Non, je crois qu'il a pas été, mais bref, ces années d'élite en défense, mais voilà. Non, il a été dans les halls defensive team, ouais, tout à fait. Ben, après, tu sais, la défense, c'est aussi une question d'envie, de motivation. Est-ce que c'est la même motivation en saison régulière qu'en playoff? Je ne pense pas. Non, et puis la mobilité en plus. La mobilité, oui, tout à fait. Et puis des oublis sur les rotations, des fois des aides qui ne sont pas faites. On en a vu beaucoup en saison régulière. De sa part, on en a vu beaucoup moins en playoff. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Tiens, d'ailleurs, j'avais noté autre facteur, peut-être indicateur du déclin. Son nombre de pull-up de long tir à 2 points a augmenté un peu. il y a un peu ce côté où, tu sais, il a pas forcément tout le temps envie ou la force d'aller jusqu'au panier, donc parfois il s'arrête un peu à mi-distance, quoi. mais en effet, bon, il y aurait 14 000 choses à dire, mais on a quand même dit l'essentiel, je pense. Tu m'arrêtes si tu as des choses à rajouter. Mais sinon, au niveau du classement, où est-ce qu'on l'imagine alors? Alors, pour LeBron, je regarde un petit peu le classement actuel. Je l'avais entre la 10 et la 12e place, donc je le mets quand même derrière Anthony Davis, je le mets derrière Shai, je le mets entre Jaren Jackson Jr. et James Harden. Oui, ça me va. Je suis assez d'accord, même si presque on pourrait argumenter que le faible minutage de Jaren Jackson pourrait le faire passer le banc devant, mais ça me va si on le met là, ouais. Au niveau de James Harden. Ok. Eh bien, c'est parfait. Il y a quand même un côté élite en défense chez Jaren Jackson Jr. Cette année. Ouais. Shai Gilgeous fait quand même une énorme saison. Moi, j'aurais du mal à mettre LeBron devant quand même. Et après, on tombe sur Anthony Davis. Anthony Davis, je trouve quand même a fait une meilleure saison au global que LeBron. Oui, avec un rayonnement défensif assez incroyable. Après, c'est comme d'habitude, hein, en termes de fourchette haute ou fourchette basse, où est-ce qu'on peut le bouger complètement? J'avoue que fourchette hausse, par exemple, si quelqu'un ou moi-même, on se décidait à pondérer pas mal le côté création offensive, ça me choquerait pas de mettre LeBron devant Anthony Davis, mais pour le côté importance dans l'attaque. Mais non, mais ça me va de le laisser là pour l'instant. Ça me va. Ok. Et après, fourchette basse, si je te pose la question, à partir de quel nom tu te dis non, là, absolument pas, on peut pas. Là, forcément, LeBron est au-dessus. J'aurais du mal quand même à descendre en dessous de Rudy Gobert, Paul George, Rudy Gobert. Ouais, je suis assez d'accord. On est à la 16e place. Ouais, je suis d'accord. Ok, eh bien très bien. Eh bien alors faisons comme ça et puis on peut finir par un petit quiz. Si tu veux bien, je pense que tu te doutes quelle action marquante de la saison j'ai retenue. Nous sommes le 7 février 2023, évidemment. C'est le jour du record et c'est le tir du record exactement contre Casey. Est-ce que tu peux me citer les joueurs sur le terrain au moment de ce tir légendaire, devenu légendaire, de LeBron James? Je me demande si c'est pas Shai qui défend sur lui, non, sur l'action. Non, ce n'est pas Shai, mais Shai est sur le terrain, non. oui. Shai est sur le terrain. Lugensdort. Dort n'est pas sur le terrain. Jalen Williams. Non, Williams non plus. Non plus. Josh Giddey. Giddey est sur le terrain, oui, tout à fait. Dario Saric. Non, pas Dario Saric. Il te manque un défenseur d'aile,
Un Williams, justement. Mais lequel? Un Williams, alors Kenrich. Exactement, c'est Kenrich Williams qui est sur la photo. C'est lui qui défend. Ah, c'est ok. Kenrich Williams, il y a peut-être Jalen Williams. Non. Nous avons un intérieur qui, alors là, fait partie de la photo de la légende, mais c'est l'erreur de casting. Un poste 5 shooter qui a voyagé un peu partout, poste 5 shooter. Je crois qu'il a commencé à Atlanta, il a dû faire du Philadelphie aussi. Muscala. Exactement, Mike Muscala est sur le terrain de de cet instant légendaire. Et le dernier, si je te dis les Dalton, ça te dit quelque chose ou pas, les Dalton? Alors, Isaiah Joe. Exactement, Isaiah Joe. Joe Dalton. Exactement. Là, j'avais la ref. Et ensuite, alors, côté Lakers, donc on a LeBron. Ouais. À cette période, on avait peut-être D'Lo. Non, c'est l'autre encore. Ah non, c'est Westbrook alors. Exactement, c'est Westbrook. Oui, tout à fait. Ah, on a encore Westbrook, ok. Ensuite, donc Davis, à moins qu'il soit blessé. Non, Davis est sur le banc. D'ailleurs, il faisait la tête à ce moment-là. Il a même pas applaudi. Il est sur le banc. Mais oui, il fait la tête. Il fait la tête, oui. Mark Bryant. Oui, tout à fait. C'est Thomas Bryant qui est sur la photo en train de réclamer la balle. Ah oui. Exact. Après Austin Reeves. Non. Alors les deux derniers, ils sont un peu plus durs. Il y en a un, il a fait de bonnes perfs en playoff, d'ailleurs, contre Golden State. Un ancien des Spurs. Ah non, oui. Ça va me revenir. Qui avait une coiffure de dingue là, lors de sa draft. Lonnie Walker. Exactement, Lonnie Walker. Et le dernier, c'est un junior. Troy Brown. Oui, exactement. Troy Brown Jr., tout à fait. Exactement. Donc voilà qui était sur le terrain. On n'a pas un casting 5 étoiles pour ce moment de légende. Ah tiens, si, d'ailleurs, il y avait un autre joueur à citer sur le terrain. C'était Karim Abdul-Jabbar, tout de même. Sur le terrain au moment de cette action. Oui, exact. On peut le citer. Qui est une défaite pour les Lakers, si je me souviens bien. C'est Thunder qui gagne le match en plus. Tout à fait. Oui. Après 4 heures d'arrêt de match pour une cérémonie, le match reprend et la fin de match, les Lakers le perdent. Je revois bien Thomas Bryant demander la balle. En plus, c'est vrai que ça a fait le tour ça du web. Oui. Parce que bon, sur le shoot, on a Thomas Bryant qui demande la balle au poste. Bon, ça fait un petit peu bizarre. Oui, c'est pour la légende. T'imagines, c'est comme si quelqu'un réclamait la balle sur le pull-up de Michael Jordan au match 6 à Utah. Ça aurait été marrant aussi. C'est ça. Mais bref, donc petit récapitulatif. Donc on a classé aujourd'hui LeBron James autour de la 12e place entre Jaren Jackson et James Harden. On a Nick Claxton autour de la 33e place entre Klay Thompson et Al Horford. Un peu plus bas, Jalen Williams, le rookie, qui fait une entrée spectaculaire à la 44e, 45e place à peu près, entre Brogdon et Tyrese Maxey. Et puis plus bas, un peu plus bas dans les abysses du classement, nous avons Kyle Lowry, juste à côté de Caleb Martin et à côté de Valanciunas. Kyle Lowry et Valanciunas qu'on a inséré à peu près autour de la 70e place, grosso modo. Voilà pour le 5 rajout du jour. Nous avons donc un top 80. Et bien en tout cas, merci beaucoup Sylvain d'être venu sur le Basket Lab et sur la Syllab pour participer à ce top 100. Merci beaucoup. Je t'en prie Guillaume, c'était un plaisir. Pas un exercice facile, mais en tout cas c'est un plaisir de discuter basket avec toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Et donc voilà pour déjà notre 16e numéro. On approche à grands pas de la fin. Normalement 5 par épisode et un top 100, on se dit que ça devrait faire 20 chez les mathématiques normales, on va dire, mais pas chez les maths du Basket Lab. Nous on va avoir un peu plus que 20 épisodes, puisque notre playlist était un peu plus grande que simplement 100 noms. Je suis pas arrivé à me délimiter à 100 noms. Je me suis dit on en prend un peu plus, on les classe de manière organique, puis on verra qui est-ce qui passe la place numéro 100 ou pas. Donc il devrait y avoir un peu plus d'épisodes que 20, je crois qu'on en a une petite vingtaine, 21, 22, 23, je ne sais plus. Et surtout, donc, la prochaine fois, suite de notre top 100, mais justement, ce n'est pas une cuvée entre guillemets normale la prochaine fois, même si en vrai ce le sera, mais la prochaine fois c'est une cuvée donc bonus à rajouter avec certains noms des best of the rest qui sont revenus le plus souvent déjà depuis le début de ce top 100 participatif, et avec les votes à la fois dans le Discord, dans les retours que j'ai eu sur Twitter, sur YouTube et
évidemment les avis des intervenants. Et donc la prochaine fois, 17e numéro de la syllabe, qui est donc une cuvée du Best of the Rest avec Franz Wagner, Trey Murphy, Mark Elfeltz, Spencer Dinwiddie et Cam Johnson. Voilà, donc prochaine fois, 17e numéro de notre top 100. Et puis je rajoute aussi, d'ailleurs, si ça vous intéresse, le flux secondaire du Basket Lab, un extrait, 10, 15 minutes, allez, parfois 20 quand l'extrait est un peu grand, mais un petit extrait du Basket Lab tous les jours sur à peu près tous les sujets. C'est l'intérêt de ce flux secondaire, je le rappelle, si vous avez le temps que pour 10-15 minutes, on se donne rendez-vous là-bas. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Sylvain d'être passé sur le podcast, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.